Vous êtes au bon endroit pour débuter avec WordPress et créer votre premier site professionnel. Je vais vous accompagner de A à Z dans cette formation. On va choisir ensemble un hébergement, un nom de domaine et installer WordPress. Je vous expliquerai en détail en quoi tout ça consiste, jusqu'à la création de votre site page par page. On va créer l'entête, le pied de page, on va s'occuper de votre page de contact. Je vais vous accompagner sur les aspects de design avec plein de raccourcis pour gagner du temps si vous n'êtes pas vous-même web designer. On va s'occuper également de rendre votre site responsive design, c'est-à-dire qu'il sera parfait sur PC, tablette et mobile. Et on va faire tout ça aujourd'hui, quel que soit votre niveau de départ. Vous allez vous rendre compte que créer un site WordPress, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on vous avait dit. Il y a plein de façons de créer un site WordPress et celle que vous allez découvrir dans cette formation est vraiment très accessible pour un résultat qui est vraiment professionnel et je vous souhaite même d'avoir un résultat bien plus professionnel que 90% des sites qui sont dans la nature aujourd'hui. Alors comment je ferai ça? Regardez, tout simplement, voyez ce que vous avez sous les yeux là, ce sont des pages, des packs entiers de pages que vous pouvez en fait importer très facilement et on va apprendre à faire ça justement dans cette formation. Je vais d'abord vous familiariser avec comment on construit des pages, mais ensuite je vais vous donner d'énormes raccourcis comme ce que vous voyez ici. Tout ça en fait, ça vous est accessible, vous pourrez directement importer page par page tout le travail qui a déjà été fait d'avance pour vous et vous allez pouvoir vous l'approprier avec vos images, vos textes, etc. Supprimer ce qui ne vous intéresse pas, ajouter de nouvelles choses avec un système de blocs. Ça va être très visuel la création de nos pages et de tout notre site internet de manière générale et je pense que vous allez beaucoup apprécier. J'espère vraiment avec cette formation vous faire découvrir ou redécouvrir le fonctionnement de WordPress et que ça vous ouvre les yeux sur le potentiel de cette solution gratuite. La formation étant relativement longue, je vais mettre des chapitres qui seront disponibles dans la description de la vidéo et également dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ça vous permettra d'aller directement aux grandes parties qui peuvent vous intéresser. Première grande partie, hébergement, domaine, etc. Deuxième grande partie sur la création de votre site et également les dernières parties, tout ce qui va être un peu plus commentaire sur la sécurité, la vitesse. WordPress est-il sécurisé? Oui. WordPress est-il trop lent? Non. Plus un chapitrage très précis de toutes les différentes petites parties de tout ce que vous trouvez dans la vidéo. Si jamais il y a certaines parties que vous voulez sauter, qui ne vous intéressent pas, ou si vous trouvez que je suis trop bavard à un moment ou à un autre, vous pouvez sauter et passer à la partie suivante. Dans tous les cas, vous avez vraiment une petite formation qui est complète et qui convient à 90% des gens qui regarderont cette formation. À savoir qu'en fait, cette formation est une base pour tout type de projet. Que vous ayez un site vitrine simple comme on le fait dans cette formation, ou que vous désiriez aller plus loin, c'est-à-dire plus tard, peut-être évoluer vers un e-commerce, évoluer vers un site de réservation, évoluer vers un site pour restaurant, évoluer vers un espace membre, plein de types de projets. Dans tous les cas, dans notre façon de travailler ici, c'est la même base. C'est exactement les mêmes outils de base. C'est dans un second temps que vous pourrez en fait vous poser la question de quels outils ajouter en plus pour ajouter les fonctionnalités dont vous avez besoin pour un e-commerce, un espace membre, etc. Donc de toute façon, vous pouvez suivre cette formation quelle que soit la nature de votre projet aujourd'hui. Vous aurez des bases solides pour suivre ensuite tout mon contenu sur cette chaîne YouTube. Vous avez une chaîne avec des centaines d'heures de disponibles déjà, ainsi qu'un catalogue de formation plus avancé. Pour ce qui est de ce catalogue de formation, sachez que pour cette formation-là de 2 heures, vous avez également son équivalent qui dure près de 13 heures. Une formation complète WordPress où on voit les mêmes outils, on va beaucoup plus loin. Si jamais vous désirez aller plus loin et maîtriser de fond en comble tous les outils que vous verrez dans cette petite formation, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo et vous trouverez une formation beaucoup plus complète pour les futurs passionnés de WordPress ou les gens qui aiment vraiment aller au fond des choses. Par la suite, que vous vouliez devenir un professionnel de WordPress, un freelance, monter une agence, que vous vouliez monter le site WordPress pour vous, pour votre propre projet, quelle que soit la nature aussi, quel que soit ce qui vous motive dans la création de ce site WordPress, vous pouvez suivre ce tutoriel, cette formation, c'est totalement adapté, ce sera des bases quel que soit ce que vous voulez faire par la suite. Voilà, là-dessus on va passer derrière mon écran et je vous souhaite une bonne formation. On est parti dans cette formation. Alors un premier point important à mentionner avant de démarrer vraiment dans WordPress, c'est la différence entre wordpress.com et wordpress.org. C'est pas très important pour vous de bien expliquer tout ça, simplement il faut que je sois sûr que vous alliez au bon endroit. En l'occurrence, vous avez besoin d'aller ni sur l'un ni sur l'autre, c'est pas comme ça qu'on va travailler, mais il faut savoir qu'il y a 2 WordPress en quelque sorte dans la nature. Vous avez le WordPress dit normal, gratuit, libre, qui est wordpress.org et c'est ce qu'on va utiliser même s'il n'y a pas du tout besoin de passer par le site officiel, ça ne fonctionne pas comme ça, vous embêtez pas, mais c'est bien ça qu'on va utiliser. Et puis vous avez
WordPress.com qui est en fait plus ou moins créé par les mêmes équipes que WordPress.org mais qui est une version commerciale de WordPress dans lequel l'interface est un petit peu différente et vous n'avez pas exactement accès aux mêmes choses. Vous allez probablement assez vite devoir payer si vous voulez accéder à certaines extensions, thèmes, plein de choses et il ne s'agit pas vraiment de la même chose et en l'occurrence en fait 100% du contenu que vous trouverez sur internet vous fait des tutoriels, des formations, même mes formations, tout est sur partout, tout est sur WordPress.org. Donc, si vous vous trompez d'endroit, vous n'allez probablement pas exactement pouvoir suivre les tutoriels ou ce que vous regardez. Donc, n'allez ni sur l'un ni sur l'autre, mais surtout, n'allez pas sur WordPress.com. Bon alors, de quoi est-ce qu'on a besoin pour créer un site internet? Basiquement, on a besoin d'un hébergement, d'un nom de domaine et ensuite on installe WordPress dessus, puisque WordPress est en fait un logiciel que vous installez dans votre hébergement et ensuite vous pouvez créer votre site internet avec sans coder. Donc de l'hébergement c'est quoi? C'est un ordinateur sans écran, on appelle ça un serveur, c'est accessible, ça rend votre site internet accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ce serveur là vous louez l'espace disque dessus, le fait qu'il y ait votre site dessus et vous le louez auprès d'un hébergeur. Donc vous achetez de l'hébergement auprès d'un hébergeur. Il y a plein d'hébergeurs dans la nature et nous on va travailler avec Hostinger. Et puis vous avez le nom de domaine, donc autant l'hébergement c'est la maison de votre site internet et le nom de domaine ça va être plutôt l'adresse de votre site internet, donc votre nom.fr, .com, etc. Ça c'est le nom de domaine. Donc que ce soit l'hébergement ou le nom de domaine, on va acheter ça directement au même endroit, en l'occurrence ici chez Hostinger. Donc vous vous rendez sur hostinger.fr, j'ai également un lien dans la description, ce sera un lien affilié du coup, vous voyez que c'est un lien partenaire, j'ai ma petite tête directement dessus et vous aurez directement une offre qui est mise en avant, qui est l'offre qui correspond au plus grand nombre. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à cliquer ici sur commencer et j'ai également pour vous un code promo qui vous offrira une réduction actuellement normalement de 7% sur votre achat. Donc quand on dit que WordPress est gratuit, bien sûr, la seule partie c'est que pour avoir un site internet disponible sur internet, il faut payer, c'est de l'hébergement, c'est normal, c'est automatiquement inclus dans des offres un peu plus commerciales et là avec un logiciel comme WordPress, c'est à vous d'acheter de l'hébergement. Ça peut coûter un petit peu tous les prix, donc moi évidemment je ne vais pas vous faire acheter le plus cher, on est vraiment dans du moyenne gamme. Et l'hébergement que vous allez choisir maintenant conviendra même si vous avez des dizaines de milliers de visiteurs demain sur votre site, ce sera toujours très bien. Donc vous cliquez sur commencer. Ici vous avez plusieurs offres. Il faut savoir que Hostinger est un des moins chers du marché à partir du moment où vous payez des années d'avance parce qu'eux ils veulent vous garder évidemment sur les années, sur la durée. Donc vous avez deux solutions, soit vous prenez des années d'avance et donc par mois ça vous revient très peu cher comme par exemple 3 € par mois, soit vous prenez le plus classique en hébergement en général c'est 1 an d'avance, on paye tous les 1 an donc vous prenez 12 mois, soit vous voulez l'astuce de payer le moins cher possible maintenant là tout de suite et du coup vous payez mois par mois, par contre à la fin de l'année ça vous revient bien sûr beaucoup plus cher. À noter aussi que nous on va avoir besoin du nom de domaine qui est inclus. En fait le nom de domaine est inclus et offert gratuit entre guillemets à partir du moment où vous prenez au minimum 1 an. Donc moi je vais rester sur l'offre de 1 an et puis ensuite vous pouvez régler votre commande. N'oubliez pas le code promo, vous pouvez l'insérer juste ici, vous avez un code promo. Toc, et puis vous allez créer un compte en même temps, vous allez régler votre commande et nous on se retrouve juste après. Nous voilà de l'autre côté. Alors on va définir un mot de passe pour votre compte sur Hostinger, ce ne sera pas votre mot de passe pour accéder à votre site. Il y a l'endroit où vous allez accéder à votre hébergement pour éventuellement gérer la facturation par exemple, payer votre hébergement, gérer votre nom de domaine. Il y a également d'autres petites choses, on va le voir juste après, mais ce sera d'autres identifiants pour accéder au quotidien à votre site et le gérer. Voilà, donc ensuite on termine l'installation. Tout ça on peut cliquer sur sauter, on peut passer plusieurs de ces étapes. Là justement on va pouvoir créer un compte WordPress, donc c'est ici en fait qui va automatiquement vouloir nous installer WordPress. Vous voyez que ça va être très simple d'installer du coup, donc vous avez votre email d'administration, vous pouvez la changer ici bien sûr, ainsi que le mot de passe et là ce sera vos identifiants qu'il faut noter, qu'il faut garder de côté pour accéder à votre site au quotidien. Ensuite on ne touche pas à ça et on clique sur sauter, je n'ai pas besoin d'un modèle. Là à ce stade du coup vous avez un domaine inclus à partir du moment où vous avez fait attention à prendre minimum 1 an et donc on va sélectionner obtenir un domaine gratuit. Vous pouvez passer par les autres chemins si jamais vous êtes dans d'autres circonstances, par exemple de devoir acheter un domaine si vous prenez mensuellement. Donc sélectionnez un domaine gratuit et on va faire une recherche du nom de domaine que vous souhaitez. Pas forcément de recommandations à vous faire en ce qui concerne le choix du nom de domaine. Vous prenez le nom de domaine qui vous correspond, que vous voulez. Il y a plein de stratégies différentes. Un nom de domaine plutôt en marque, un nom de domaine qui ressemble plutôt à des mots-clés, des choses qu'on cherche sur Internet. En général, essayez simplement de faire court et lisible. Donc, vous devez mettre des petits tirets entre les mots si jamais il faut pour que ce soit lisible. Idéalement, on préfère quand c'est court et sans tiret.
et en .fr ou en .com, ce sera vraiment parfait. Votre site wpfacile.com, là je considère ici que c'est suffisamment lisible, c'est pas trop bizarre, c'est pas trop long, etc. Ça va, voilà. Donc on va faire une recherche pour vérifier que c'est disponible. Le domaine est disponible et donc du coup je vais continuer avec celui-là. Je vais cliquer sur continuer. Ici on va pouvoir juste terminer la configuration. Alors du coup vous avez l'emplacement de ce serveur. Pas besoin de trop vous prendre la tête avec ça. Si ce n'est que c'est bien d'avoir votre site internet qui est hébergé au plus proche de 80-90% de vos visiteurs. Donc en l'occurrence probablement pour vous en France. Et donc vous avez des serveurs à Paris. Ici, en fait, vous pouvez sélectionner, j'ai dû passer devant, Europe-France, c'est à Paris en fait, et vous cliquez sur changer et voilà. Et là, c'est au plus proche de vos visiteurs, c'est parfait. Sinon, vous faites au mieux par rapport à vos visiteurs, puis terminez la configuration. Vous remplissez tous ces détails, toutes ces informations qu'on vous demande par rapport à vous, donc votre pays, infos de votre entreprise si jamais vous avez une entreprise, etc. Votre site est en cours d'enregistrement, enfin, c'est pas votre site, c'est mon nom de domaine, du coup, votre site, là. Ok, donc là on va attendre juste quelques secondes. Bravo, vous êtes prêts. Ok, très bien. Donc on va directement aller dans le panneau de contrôle. C'est l'endroit d'où vous gérez les choses depuis Hostinger. Donc c'est pas encore directement votre site internet. On va cliquer sur gérer le site. Vous allez arriver sur le tableau de bord Hostinger. On ne va pas faire un tour d'horizon complet de ce que vous trouvez dans Hostinger. Simplement donc vous, si on revient au niveau du menu en haut, donc vous allez avoir l'accueil, là où vous allez avoir tous vos produits et services, donc le nom de domaine, l'hébergement, puis la partie email. Je vais vous montrer justement comment gérer ça, comment créer un email professionnel tout de suite. La partie site web qui me semble-t-il, ok, ça a un petit peu changé, mais donc vous avez un accès direct à votre site. Et puis là aussi, donc depuis hébergement, en fait c'est là où on était à l'instant, on était dans votre hébergement. Donc l'hébergement concerne ce site-là. À noter que vous pouvez avoir plusieurs sites sur un seul et même hébergement. Je vous mettrai un lien quelque part dans la description de la vidéo si vous voulez aller plus loin sur Hostinger, maîtriser un petit peu tout ça et notamment savoir comment créer plusieurs sites WordPress pour un seul et même hébergement. Tant que vous n'avez pas beaucoup de trafic, vous pouvez avoir plusieurs sites sur un hébergement, 3, 4, 5 sites. Vous n'avez absolument pas besoin de racheter tout ça, il faudra simplement racheter un nom de domaine du coup, ce qui coûte donc 10-12 € par an. Et donc là, je clique sur le seul et unique site que j'ai ici et je vais avoir accès à mon tableau de bord juste ici. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est attendre que votre site soit disponible, quelques secondes, quelques minutes et WordPress sera installé dessus, il sera disponible. On pourra s'assurer également que c'est en HTTPS, c'est-à-dire le petit cadenas qu'on a dans la barre de recherche ici, s'assurer que votre site est sécurisé. Pensez à vérifier dans vos emails du coup, si vous avez reçu un email de validation de la création de votre compte et de votre propriété du nom de domaine. Donc pensez à vérifier vos emails, valider ça et puis du coup on se retrouve dans quelques minutes une fois que votre site est accessible. Ça y est, le site est disponible, WordPress a été installé dessus, félicitations. Maintenant, on va faire un petit tour. Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, on voit que c'est pas en HTTPS. Soit ça a été fait automatiquement pour vous, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Soit ça n'a pas été fait automatiquement. Suivez-moi dans ce cas. On va aller ici. Donc, vous êtes là, je suis là. WordPress, tableau de bord. Et là, on a SSL Certificate. Cliquez bien sur Installer. Installer SSL. Fermez. Et là, d'ici quelques secondes, vous pourrez actualiser et vous aurez le petit cadenas. Voilà, c'est fait pour moi du coup. On a le petit cadenas, le site est sécurisé, c'est bien écrit ici, certificat SSL actif. À ce stade, vous n'avez plus grand chose à faire dans Hostinger, on va pouvoir passer dans WordPress. 2-3 petites précisions. Vous avez un chat en bas à droite et vous avez du support client en français chez Hostinger. Donc n'hésitez pas si vous avez un problème et écrivez-leur. Ils vous répondent généralement très rapidement. Également, si jamais vous êtes en train de bosser sur votre site et que vous ne voulez pas qu'il soit accessible par le grand public, par les gens, quand bien même il sera globalement pas trouvé votre site de toute façon, mais sur le principe vous voulez peut-être quand même le protéger, le cacher. Vous avez le mode maintenance, juste ici, mode de maintenance, vous pouvez l'activer et du coup à partir du moment où les gens ne sont pas connectés, les gens n'auront pas accès au site. Ensuite ici je vous conseille de décocher ça, pas la peine d'expliquer, n'allons pas trop vite en besogne, on fait déjà notre premier site WordPress, on va pas expliquer ces trucs là. Ensuite on va ensemble dans Avancer, gestionnaire de cache ici. Et là, assurez-vous que ce truc-là soit décoché. Ça vous évitera d'avoir des petits soucis. D'ailleurs, je vous le dis d'avance, si jamais à un moment vous êtes en train de faire des petits changements sur votre site WordPress et que vous vous dites « Ah ben mes changements, je ne les vois pas vraiment, on dirait que ce n'est pas en temps réel ou qu'il y a un petit souci, j'ai fait des changements et ils ne sont pas vraiment visibles », c'est une histoire juste ici de cache. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est, juste vous venez ici, vous videz le cache, vous le désactivez ici, vous cochez cache automatique, vous le désactivez comme ici. Là, ici, c'est déjà fait, donc a priori, ce sera déjà fait par défaut. Mais je vous le dis au cas où, pensez-y, avancez, gestionnaire de cache, décochez ce truc-là et vous n'aurez plus de problème. Également, pour terminer en tout dernier dans Hostinger, les emails professionnels, si vous voulez un email avec votre nom de domaine, donc contact @ votre nom de domaine par exemple. On va aller dans email en haut. Ici, vous pouvez cliquer sur votre email. Là, vous pouvez rester sur gratuit du coup, sélectionner. Et là, vous allez pouvoir créer un compte email et vous allez l'appeler comme vous voulez, contact, votre prénom, ce que vous voulez. Donc, je vais faire un exemple, créer un compte email.
Je vais l'appeler contact. Donc là, par exemple, j'ai écrit contact. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous mettez un mot de passe pour accéder à cette adresse mail. Créer. Ça va se créer instantanément et cette boîte mail, du coup, vous y avez accès via le webmail que vous propose Hostinger, qui est très très bien pour démarrer. Donc là, vous avez votre adresse mail, elle existe, hein, vous voyez, c'était pas compliqué. Vous cliquez sur webmail et vous gardez cette page-là accessible en favori ou quelque part. C'est la page pour vous connecter à votre mail pro. Vous rentrez votre mot de passe, vous cliquez sur connexion et vous aurez accès à une boîte mail toute neuve. Voilà, maintenant tout ce qui est information de facturation, vérifier que tout est bien prélevé automatiquement, etc. Tout ça, ça se passe en haut à droite dans votre compte. Puis nous, on peut se retrouver directement dans notre site WordPress. Donc pour ça, je quitte Hostinger complètement. Je vais sur mon nom de domaine. Je rajoute un petit /wp-admin. Et ça, c'est votre URL pour vous connecter à votre site WordPress. Je rentre ça et je vais avoir cette petite boîte de connexion ici qui va me laisser rentrer l'adresse email et le mot de passe. C'est ce qu'on a défini un peu plus tôt, quelques minutes plus tôt ensemble pour WordPress. Et puis ensuite, vous cliquez sur se connecter. Tout ça, ce sera en français. On va se charger d'avoir une installation en français d'ici 30 secondes. Tada, ça y est, on s'est connecté à WordPress, on a installé WordPress, on est là et on va passer du coup tout notre temps ici. Alors, on va faire un petit brin de ménage, comme ça, ce sera moins impressionnant. Déjà, dès que j'arrive, ce qu'on va faire, c'est que même si je vais vous expliquer menu par menu à quoi ça correspond, etc., on va aller vite sur les aspects les moins importants et on passera plus de temps sur ce qui compte. Mais déjà, on a un paquet de choses ici qui n'ont rien à faire là en vérité. Donc, suivez-moi. Déjà, on va passer l'installation en français. Première chose, premier réglage avant même de faire quoi que ce soit. On va dans Settings Général et ici, on a la langue, Site Language. Et vous allez pouvoir du coup faire une petite recherche pour du français. Voilà, français. Au passage, on va pouvoir faire les petits réglages ici également. Donc là, je sauvegarde les modifications. Tout va basculer entièrement en français. Et là, au passage, tant qu'on y est, regardez dessous, vous pouvez mettre correctement le fuseau horaire qui vous correspond, UTC+2 pour moi, le format de date comme ça peut s'afficher si vous avez demain un blog ou des choses comme ça, c'est pas très important, mais tant qu'on est là, le format d'heure également, et la semaine débute le lundi, on a fait tous les petits réglages de base, enregistrer les modifications. Ok, et pour faire encore plus le ménage maintenant, on va aller dans les extensions. Qu'est-ce que c'est les extensions? C'est exactement comme sur votre téléphone et les applications que vous pouvez installer pour avoir de nouvelles fonctionnalités, des choses en plus. C'est la même chose avec les extensions de WordPress. C'est comme des apps sur un téléphone, ça permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Vous verrez que dans ce tutoriel, on va en installer très peu parce que j'ai voulu ce tutoriel très abordable, très minimaliste, accessible pour vous que vous voyez que WordPress, c'est pas forcément très compliqué. Donc nous, on va rien installer. En fait, on va installer une seule extension pour créer notre site et peut-être en fin de formation, une deuxième extension qui concerne des histoires de sécurité. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, typiquement, on vous fait installer beaucoup de choses qui ne servent à rien. Ça ne sert pas forcément à rien, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc on va prendre toutes les extensions comme moi là. Vous allez les désactiver, appliquer. Et une fois qu'elles sont désactivées, on va aussi les supprimer. Donc on va tout prendre, hop, et on va cliquer sur supprimer. Appliquer, ok. Vous auriez pu les supprimer une par une, mais vous voyez que je les ai toutes prises d'un coup. Et là, d'un seul coup, regardez, on se sent beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de menus, il n'y a plus de trucs qui clignotent, de petits points rouges, etc. Et on va pouvoir revenir du coup là où on en était, c'est-à-dire au tableau de bord quand on est arrivé. Dernier petit conseil pour que WordPress soit une expérience encore plus agréable pour vous. Je vous conseille quand vous arrivez par exemple ici, cet endroit-là, il y a plein de choses qui ne vous intéressent pas. Là, tout ça, vous ne voulez pas voir tout ça, ça ne sert à rien. Et donc, je vous conseille de le cacher. Vous avez dans à peu près toutes les pages, un peu partout dans WordPress, la petite option ici, option de l'écran. Et quand vous le déroulez, vous pouvez en fait cacher tous les trucs que vous voyez ici. Donc moi, je vais tout décocher, vraiment tout. Et comme ça, je ne vois plus rien. Alors effectivement, il n'y a plus rien et je ne vous cache pas que cet aspect-là, l'endroit tableau de bord dans WordPress, c'est un endroit qui sert à rien de toute façon. C'est normal qu'il soit vide. Et plus généralement, le petit conseil option de l'écran que je vous ai montré là, ça marche partout, peu importe où vous êtes sur le site. Vous pouvez ouvrir option de l'écran et cacher des choses qui ne vous servent pas d'habitude. Ça permet d'avoir une expérience de WordPress encore une fois plus agréable. Ça y est, on va pouvoir du coup faire un petit peu le tour de WordPress. Comment est-ce que ça fonctionne dans les grandes lignes? Comment est-ce qu'on fait pour basculer aussi côté votre site et puis côté WordPress, là, l'interface d'administration? Alors, je me suis préparé un autre onglet pour vous montrer un petit quelque chose si jamais vous avez un petit bug. Donc, comment on fait pour passer côté visiteur, pour voir votre site? Vous avez la petite barre d'administration là-haut, juste ici. Vous pouvez basculer à tout moment d'un côté ou de l'autre. Vous basculez de l'autre côté comme ça de votre site très facilement. Vous pouvez voir votre site du coup comme un visiteur normal et puis ensuite rebasculer de l'autre côté administrateur. Si jamais vous n'avez pas la petite barre, vous basculez en fait de ce côté-là, vous n'avez pas la petite barre d'administration, elle est cachée et vous ne pouvez plus revenir de l'autre côté. C'est en fait ce fameux petit problème de cache que j'ai mentionné, qui est vraiment une broutille, c'est que dalle. Donc vous retournez dans Hostinger, vous allez justement là où je vous avais montré hébergement, je peux refaire le chemin complet avec vous juste au cas où, hébergement, je prends le site qui est concerné, je vais ensuite dans Avancer, gestionnaire de cache. Ici, vous
activer le cache automatique, vous le prenez comme ça, vous cliquez sur purger tout. Ça va purger le cache et là ensuite vous pouvez le redésactiver du coup. Et là vous actualisez, vous attendez que 5 secondes maximum, vous actualisez et il n'y aura plus de problème, vous aurez la petite barre d'administration et ensuite vous pouvez complètement ignorer cet endroit et faire comme s'il ne s'était rien passé. Il n'y aura plus de problème. Voilà, donc je peux revenir en arrière. Je peux revenir de l'autre côté, côté interface d'administration. Si on regarde au niveau de la barre d'administration, j'ai tout un tas de raccourcis pour créer des choses. On ne va pas s'en servir. Moi-même, depuis 2017, je ne m'en suis pas servi une seule fois. Vous avez ensuite en haut à droite un raccourci vers votre profil. C'est notamment là où vous allez pouvoir changer votre mot de passe, votre nom d'utilisateur, etc. Vous pouvez également changer un tout petit peu la couleur de l'apparence de WordPress pour vous si vous avez une préférence. Je vais garder le par défaut. Et vous avez tout un tas de réglages ici que je vous laisserai parcourir. Je vais revenir au tableau de bord. On va prendre tous les menus dans l'ordre ici à gauche. Là, vous avez un petit raccourci vers la documentation WordPress. Pareil, vous n'allez pas vous en servir. Premier endroit, tableau de bord, c'est une espèce de poubelle où il ne s'y passe rien du tout. Deuxième endroit, mise à jour, ça va vous permettre de mettre à jour tous les logiciels sur votre site WordPress. Les mises à jour sont une partie importante de WordPress et du fait que vous gériez vous-même votre site. Donc en fait, c'est quelque chose que vous allez faire tous les 15 jours, idéalement même toutes les semaines, une fois par semaine en maximum, pas plus. Et vous allez venir faire les mises à jour de vos extensions, de votre thème. On va revenir sur la notion de thème, mais également de WordPress, qui est un logiciel avec des versions. On met à jour WordPress également. Voilà, donc un petit peu comme si vous passiez de Windows 10 à 11, à 12, à 13, etc. C'est la même chose. Donc là, je vous explique juste dans les grandes lignes c'est quoi les mises à jour, mais je vais vous montrer plutôt en fin de formation que de la manière dont on travaille ici aujourd'hui, on va être capable, et ça posera aucun problème, d'activer des mises à jour automatiques, si bien que vous n'ayez même plus besoin de vous occuper de tout ça. Mais je vous explique quand même dans les grandes lignes, parce que si demain vous avez un gros site WordPress avec 15 extensions par exemple, il est probable que vous n'activiez pas les mises à jour automatiques, vous allez le faire vous-même, comme ça vous pouvez regarder, vérifier que tout se passe bien. Et dans ce cas, vous venez une fois de temps en temps faire vos mises à jour, ça se passe justement ici dans ce menu. Tout sera ici. Ensuite, vous avez la partie article qui concernera la partie blog. Si jamais demain vous avez un blog, tout est déjà un peu prévu d'avance puisque WordPress à l'origine était une plateforme de blogging, donc il y a déjà tout ce qu'il faut ici. La partie médias où vous allez retrouver toutes vos images, vidéos, PDF, etc. Les médias en général, c'est surtout des images du coup que vous aurez ici. La partie page où on va créer justement toutes nos pages. La partie commentaires qui va concerner essentiellement pour un blog les commentaires de ce blog. La partie apparence ici dans laquelle on va avoir les thèmes. Attention, il y a un piège ici au niveau du thème. Il ne faut pas se laisser prendre par le nom, le fait que ça s'appelle un thème. Un thème n'est pas vraiment thématique dans les grandes lignes. Un thème vous permet de modifier certaines parties de votre site. C'est inhérent au fonctionnement de WordPress. Vous êtes obligé d'avoir un thème. Vous avez forcément un thème d'installer. Ça ne veut pas dire que votre thème est thématique. Vous ne devez pas choisir un thème en fonction de parce que vous voulez un site pour un plombier, pour du BTP, pour je sais pas, une agence de marketing digital, etc. Pas du tout. Vous allez devoir choisir un thème qui vous offre le plus de liberté et de fonctionnalités possibles pour pouvoir construire votre site librement. Et le thème, c'est un endroit qui vous donne accès à certaines parties de votre site. Par exemple, l'en-tête, le header. On va revenir sur la structure d'un site web, mais la partie que vous avez en haut, qu'on appelle en-tête ou header, la partie que vous avez souvent en bas d'un site, qu'on appelle footer ou pied de page, également la partie blog et puis d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent et qui vont vous permettre, encore une fois, de construire votre site librement, indépendamment de l'idée de quoi que ce soit de thématique. Donc, ne vous laissez pas avoir par un beau thème, etc. Non, non, installez juste ce que je vous montre dans cette vidéo et vous aurez vraiment le thème parfait pour faire absolument n'importe quel site. Donc ici, on va en profiter pour faire un petit peu de ménage, si vous le voulez bien. Donc là, j'étais justement, si on reprend un petit peu dans l'ordre, j'avais un faux article ici. Vous pouvez le mettre à la corbeille en fait. Hop, je vais supprimer le Hello World à la mettre à la corbeille. Et puis, vous avez la petite partie corbeille ici. Vous pouvez supprimer définitivement. C'est comme sur un ordinateur. Donc, je vous invite à faire le ménage et on va en revenir justement jusqu'au thème puisqu'on va faire le ménage aussi au niveau du thème. Média, il n'y a rien du tout. Page, vous pouvez supprimer là aussi. Hop, faire le ménage. Je mets à la corbeille. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose de propre. On fait tout bien ensemble. Supprimer définitivement. Commentaire, je crois qu'il y avait… Non, commentaire là. Au niveau du thème, donc du coup, vous allez pouvoir supprimer les thèmes ici et installer celui qui nous intéresse. On va tout de suite installer le thème qui nous intéresse. Je vais cliquer sur Ajouter et on va faire ici une recherche. Vous allez taper Kadence. Donc ça s'écrit comme ça et ça va être le premier que vous allez trouver juste ici. Vous allez cliquer sur Installer et activer. Encore une fois, ne vous laissez pas avoir par l'apparence. Ça n'a rien à voir avec les pages que vous voyez ici, la belle page d'accueil et tout. Vous allez pouvoir faire ça indépendamment du thème en réalité. Vous cliquez sur Activer. Déjà, ce qui va être intéressant, c'est de regarder tout de suite de l'autre côté. En fait, ça va tout de suite ressembler davantage à un site. Regardez, on a déjà finalement, au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Et là, on reconnaît un peu une en-tête, la partie en haut. Et on reconnaît, même si c'est très très minimaliste, un footer, la partie pied de page en bas. Voilà, donc maintenant on retourne dans les thèmes et on va supprimer le reste. Vous avez absolument besoin d'installer le thème que je vous montre pour suivre mon tutoriel. En fonction du thème que vous installez, vous n'aurez peut-être pas sinon accès aux mêmes menus et fonctionnalités. Faites bien la même chose que moi.
Tous les autres thèmes, on les supprime, c'est en bas à droite ici, supprimer. Et vous supprimez également les deux autres. Ok, de temps en temps, vous allez avoir des petites notices comme ça, vous pouvez la supprimer, la fermer juste ici pour l'instant, on s'en fiche. Ensuite, on va voir l'espace personnalisé qui est l'endroit qui nous amène à avoir les fonctionnalités qui sont plutôt liées au thème justement. Donc c'est vraiment un autre espace, si je clique sur personnaliser, ça va nous emmener un petit peu ailleurs. On va y aller, vous allez voir qu'on ira justement pour apprendre à modifier la partie en haut et en bas. Et il y a plein d'autres options. Alors nous, dans notre formation, on va faire vraiment très simple et on va snobber les 90% de ce que vous voyez ici et faire comme si ça n'existait pas. Et pour revenir en arrière, je clique sur la petite croix ici. Et voilà, donc c'est vraiment les options plutôt liées au thème dans personnaliser. Vous avez la partie widget ici qui va vous permettre d'ajouter plutôt une colonne latérale. C'est des choses que vous pouvez voir dans un blog souvent et vous avez le contenu à droite. C'est une colonne latérale ou sidebar en anglais. Et nous, on ne verra pas ça non plus dans cette formation, mais ça se trouve juste ici. Vous avez le menu ici, menu, qui va vous permettre de créer les menus. Donc pour votre en-tête, vous allez pouvoir justement mettre votre menu, accueil, à propos, contact, etc. On va y revenir. Cadence, qui est juste un endroit avec plein d'infos rangées par rapport à votre thème, etc. Tout un tas de raccourcis. Cet endroit, éditeur de fichiers de thème, vous l'évitez complètement. C'est un endroit avec du code et tout, vous ne voulez pas mettre les pieds là-dedans. Extension, on va justement pouvoir ajouter des extensions qui ajouteront des fonctionnalités comme je vous expliquais à notre site. On va cliquer sur ajouter et on va tout de suite installer la seule extension qui nous intéresse. C'est ici Cadence Blocks. C'est ce qui va nous donner vraiment davantage de liberté pour faire de beaux sites. C'est la première extension juste ici. Vous faites installer maintenant et vous l'activez immédiatement. Voilà, activé. Il ne va rien se passer visuellement nulle part. Juste, on va continuer du coup notre petit tour des menus. Là, ça a créé un nouveau menu un peu plus en bas, mais on n'a pas besoin de revenir ici. Donc, nous, on en était aux extensions. Donc, vous avez compris dans l'idée. Ensuite, vous évitez l'appareil éditeur de fichiers d'extension. Compte, vous allez avoir tous les comptes liés à votre site WordPress. Donc ensuite, plus tard, si vous avez un site e-commerce, tous les comptes clients, en fait, vous pouvez les gérer depuis ici. Pareil pour un espace membre, un petit peu tout finalement. Et votre compte en tant qu'administrateur, il se trouve également ici. Les outils, vous avez plein de choses plus ou moins compliquées. Ça ne nous intéresse pas. Et enfin, on va aller dans les réglages. Vous avez le titre de votre site ici. Notamment ce qui apparaît juste là, hein, du coup. Le slogan, on s'en moque complètement, vous pouvez le supprimer. Vous avez l'adresse email d'administration. Cette case-là doit bien être décochée, en tout cas dans ce qui nous concerne. Langue du site bien en français et puis toutes les petites infos qu'on a fait juste avant, formatage de date et heure, etc. Enregistrer les modifications. On passe directement dans le menu lecture et si jamais vous voulez que votre site ne soit pas référençable par les moteurs de recherche tant que vous construisez votre site au début, vous pouvez venir ici cocher cette case. Attention par contre, vous devez absolument la décocher. Après, si vous oubliez de la décocher, vous ne trouverez jamais votre site sur Google. C'est une erreur très fréquente, hein, je vous le dis d'avance. Et puis ensuite, on va aller dans permalien. Vous devez cocher titre de la publication pour avoir un formatage d'URL de lien qui est nickel pour votre site, enregistrer les modifications. Et on a terminé pour le tour d'horizon de base vraiment, avec les réglages de base de votre site WordPress. Du coup, on va pouvoir créer vos pages, page accueil, page contact, page à propos. On va créer tout ça ensemble maintenant et on va créer également le menu du coup associé à ces différentes pages. Maintenant, regardons un petit peu ensemble quelle est la structure d'un site web pour qu'on puisse parler un petit peu la même langue, qu'on se comprenne bien et que vous en sachiez un petit peu plus sur comment, même le jargon, comment on appelle la partie d'en haut du site, la partie d'en bas, etc., etc. On va vulgariser un petit peu tout ça, on repasse derrière mon écran et on prend en exemple mon propre site. On va avoir donc la partie d'en haut qui s'appelle toujours le header. Donc la partie d'en haut, c'est cette partie-là, peu importe le nombre de niveaux sur lequel c'est. La partie qui peut rester collante comme ça, hein, sticky, c'est comme ça qu'on dit. Ça, c'est le header ou en tête en français. Il faudra s'habituer aux anglicismes, hein, c'est très courant, il n'y en a pas énormément et comme vraiment on appelle ça comme ça, vaut mieux s'y habituer et voilà. Donc le header en haut et puis ensuite on a le footer en bas, c'est toujours la partie du bas comme ça, pied de page au footer et au milieu de ça on a la page. La page ou même finalement presque aussi le corps de page finalement puisque vous voyez que quand je parle d'en-tête, j'aurais pu dire en tête de page, j'ai bien dit pied de page en bas, donc que ce soit le header ou le footer ou la page au milieu, on se rend bien compte qu'on parle finalement un peu d'un document en quelque sorte. Parce que c'est ça que c'est à l'origine, hein, si on regardait un petit peu dans le code, etc. dans WordPress, on verrait vraiment des fichiers, hein, des documents comme un document Word, c'est un petit peu la même chose, c'est pour ça qu'on parle de page, c'est un petit peu comme ça finalement si on regardait le code, et donc c'est pour ça qu'on appelle bien ça une en-tête, un pied de page en bas et puis le corps de page, la page en soi du coup qu'on a au milieu. Donc vous avez toutes les pages du site, à chaque fois je me balade via le menu dans le site, donc j'ai bien dit le menu, donc quand je dis le menu ça signifie que j'ai en fait la disposition, tout ce que vous trouvez ici qui se trouve dans l'en-tête, c'est le menu avec accueil, à propos, ressources, etc. Et dans ce menu, j'ai disposé du coup des pages. Donc j'ai ma page à propos, ma page témoignage, ma page ressources, etc., etc. Donc le menu, les pages, toutes les pages que j'ai. Quand je suis dans une page, en général, on s'amuse simplement à parler de sections pour parler des morceaux de page, qu'on a une partie de page. Donc là, j'ai une section qu'on voit bien ici. Là, j'ai une deuxième section. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, mon site, il est assez carré à ce niveau-là. On voit clairement, en fait, hein, là, il y a une section là, une section là.
Voilà, on parle de section dans la page, hein. Si on voulait subdiviser la page, on parlerait de section, ce serait plus simple. Et en général, quand on parle de la façon dont on sectionne une page plutôt à la verticale et non pas à l'horizontale, on parle de colonnes, hein. Donc une section, et puis là, on pourrait dire qu'il y a deux colonnes. Il y a une colonne ici et une colonne là. Ça nous servira un petit peu plus tard quand on visualisera comment on crée notre page. Mais là, on a bien deux colonnes dans une section. Là, ça dépend, ça peut être une seule et unique colonne dans laquelle on a construit un petit peu tout ça à l'intérieur. Donc là, c'est un peu moins flagrant, ça dépend de comment on travaille, alors que là, c'est assez flagrant. On peut dire qu'il y a effectivement deux colonnes dans une section. Bref, voilà, section, colonne, c'est pour vous habituer un petit peu à tout ça. On peut aussi aller du coup maintenant dans la partie blog, simplement pour vous donner un petit élément en plus. Et là, si je me balade dans cet article de blog, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a la colonne latérale, c'est quelque chose qu'on voit très couramment sur les sites, surtout sur les blogs. C'est la partie que vous voyez à droite, qui pourrait aussi être à gauche, hein, mais elle est tout le temps à droite, que vous avez tout le temps sur le côté. Là, j'ai juste un élément un peu flottant comme ça, mais des fois, c'est des éléments un peu fixes, voilà, mais vous avez des choses sur les côtés, c'est la colonne latérale. Donc là, maintenant, vous avez toutes les infos pour qu'on se comprenne bien quand je parle de header, de footer, de page, du menu. Vous avez compris la différence quand je dis menu, de quoi je parle exactement, différence menu ou header, qui est plus ou moins la même chose, mais pas vraiment. Donc normalement, vous avez compris tout ça. Et donc là, maintenant, justement, on va créer nos pages et on va tout de suite créer un menu pour le disposer dans notre en-tête, dans notre header. Donc pour créer le menu, il faut créer les pages. Donc du coup, on va tout de suite créer les pages et on va créer des pages vierges, mais on reviendra après pour les construire ensemble. Vous, de votre côté, vous pouvez créer les pages qui vous intéressent dans le cadre de votre projet. Moi, je vais faire quelque chose d'extrêmement courant, c'est-à-dire page d'accueil, page contact, page à propos, vraiment les pages de base. Donc, on va ici cliquer sur ajouter. Donc là, il me dit bienvenue parce que c'est la première fois. Je quitte cet endroit-là. On va revenir un petit peu sur tout ce qu'on trouve autour ici. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur juste créer les pages. Donc, je crée une page accueil, c'est mal écrit. Voilà. Et puis, on va cliquer simplement sur publier. Ok, donc là, j'ai créé une première page. Là, pour retourner dans WordPress, en fait, tout ce que je dois faire, c'est cliquer en haut à gauche. Ça, c'est une façon d'afficher un petit peu l'éditeur de page. Là, on va construire notre page. Ça va être ici, hein. Vous voyez qu'on a un beau canevas vierge. Vous avez aussi, je peux vous le montrer tout de suite. Hop, je vais cacher ça pour l'instant. La possibilité avec les trois petits points en haut à droite de décocher mode plein écran, ce qui va nous permettre d'aller peut-être un peu plus vite. Par exemple, dans le cadre de mon tutoriel, on récupère un petit peu le menu à gauche. Comme ça, vous voyez un petit peu où on est. Vous vous situez mieux. Il y a également la possibilité de réduire le menu comme ça. Voilà, ce qui peut être une façon de travailler. Donc là, on va retourner dans nos pages. On a la page d'accueil. On va créer les autres pages. Je vais créer une page à propos. Je clique sur publier. Toc. On va revenir aussi à nouveau. On clique sur ajouter juste ici. Et on crée une page contact. Et on va terminer par une page, par exemple, mes services, nos produits, nos services. Ça peut être une page comme ça. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Et moi, ça va être une page service. Voilà. Et là, je reclique sur publier. Je reviens à la racine ici et j'ai bien toutes mes pages ici à propos, accueil, contact, service, etc. Là, je vous rappelle qu'avec option de l'écran, on peut cacher des trucs ou ne pas les cacher, etc. Là, par exemple, on voit il y a une colonne hauteur. Bon, on s'en fiche, hein, évidemment, mais moi, je sais pas, elle me dérange. Je la vois, je sais que ça sert à rien. J'ai envie de l'enlever, donc je vais l'enlever. Hop, hauteur. Commentaire aussi, ça n'a aucun sens pour des pages. Et à la limite, la date, très clairement, on s'en fout aussi. Pour la publication de la date. Donc voilà, vous avez également plusieurs modes de vue. Là, il faudrait cliquer sur appliquer pour voir. On va rester comme ça, je vais cliquer sur appliquer et on a quelque chose de propre. Voilà, maintenant qu'on a nos pages, là on peut créer un menu. Donc je vais dans apparence menu et ici on va donner un nom à notre menu. Vous allez l'appeler comme moi menu principal et vous allez lui donner un emplacement. Donc il y a des petites choses ici, concentrez-vous juste sur ce qui nous intéresse pour publier un site normal. Vous avez en fait primary ici, c'est tout simplement le menu principal, le menu en haut, hein, dans votre en-tête, dans votre header. Et vous pourrez assigner un menu différent pour les mobiles, pour les téléphones. Si vous voulez qu'il y ait un menu différent pour le téléphone, il faudra créer un autre menu et lui assigner l'emplacement mobile. Qu'on verra après. Donc je vais faire créer le menu et maintenant je peux ajouter mon contenu dans le menu. Et donc vous verrez que plus tard vous pourrez ajouter plein de choses, articles, catégories, etc. Là je vais prendre mes 4 pages et je vais cliquer sur ajouter au menu. Et ensuite je peux les réordonner pour l'ordre dans lequel ça apparaît. Donc on va faire dans ce sens-là, accueil, service, à propos, contact. C'est vraiment l'ordre classique. Je vais faire enregistrer le menu. J'ai bien coché ici le principal, primary. Et donc si on regarde un petit peu le résultat, on a ici du coup accueil, service, à propos, contact. C'est parfait, on a notre menu. On verra plus tard pour l'apparence du header, logo, toutes ces choses-là dans la partie header. On ne va pas commencer par ça. Là, je vais revenir en arrière. Sachez que si vous voulez créer des sous-menus, vous avez juste à indenter le contenu comme ça.
enregistrer le menu. Et là, si je regarde, on a créé un sous-menu comme ça. Pareil, vous aurez accès au style, c'est-à-dire le fait que ce soit sur fond noir ou pas, etc. Si jamais vous voulez créer un lien externe au niveau de votre menu, vous pourrez aller dans lien personnalisé ici, mettre l'URL là, le texte du lien et faire ajouter au menu. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder comment on construit nos pages. On va se familiariser avec le système de blocs, la construction de nos pages. Donc pour ça, on va utiliser ce que propose WordPress par défaut. C'est extrêmement rapide, performant, complet. Ça suffit largement pour créer un site professionnel. Mon propre site est construit exactement sur le même système. Ça ne vous empêchera donc ni de vendre, ni d'avoir des visiteurs, ni quel que soit l'objectif de votre site. C'est parfait. Donc si vous voyez d'autres outils sur Internet et autour de WordPress, tout ce qui est Page Builder, Elementor, Divi, vous pouvez entendre parler de ce genre de logiciel. Ne vous y intéressez pas dans un premier temps, ça ne sert à rien, ça va rendre les choses plus compliquées. Contentez-vous du système qu'on met en place aujourd'hui et peut-être même que vous le conserverez toute votre vie, en tout cas je vous le souhaite. Donc on va aller dans les pages et on va travailler sur une page. Ça va être par exemple la page d'accueil. Et on va se familiariser justement avec comment est-ce qu'on construit nos pages de manière visuelle. Donc là, encore une fois, on pourrait repasser en mode plein écran ici, sinon je vais juste cacher là comme ça à gauche. Voilà, ça suffira pour mon exemple. Vous avez donc un système de blocs pour construire vos pages. Le système de blocs est le même qui servirait demain à écrire des articles de blog si vous le faisiez et à écrire du texte tout simplement. Sinon, c'est-à-dire que là, je peux écrire du texte à la ligne, etc. Là, on est vraiment sur un éditeur classique. Enfin voilà, il n'y a rien de spécial. C'est pas très compliqué, si ce n'est qu'en fait, vous pouvez faire bien plus que du texte ou des paragraphes. Vous pouvez ajouter des blocs qui prennent plein de formes différentes. Ces blocs, vous les trouvez tous en haut à gauche comme ça. Ils sont tous ici. Donc vous avez le bloc image avancée, le bloc pour mettre donc des images, pour mettre des animations, pour mettre une carte Google Maps, pour mettre un petit timer ici, count up. Alors c'est pas tout à fait un timer, c'est juste des chiffres qui défilent qui peuvent s'afficher. Un petit peu d'espacement, un bouton, section, icône, etc. Vous avez une liste à plus ici. Là, ce serait plus pour afficher des avis clients, des choses comme ça. Voilà. Là, vous avez carrément un bloc formulaire. Donc, c'est ce qui nous servira pour la page de contact. Là, vous avez un bloc compte à rebours réellement, etc. Il y a d'autres blocs, là, blocs avec des accordéons, des choses typiquement pour des FAQ, des choses comme ça. Ici, vous avez des onglets, etc., etc. Vous avez tous les blocs bleus ici qui sont les blocs que nous on a installés quand on a installé Kadence Blocks et que je vous invite à installer parce que c'est là où vous allez avoir le plus d'options pour pouvoir construire librement votre site. Et puis quand on descend ici, on a les blocs en dessous texte, on a tous les blocs de texte, les blocs par défaut de WordPress qui sont les blocs qui vous serviront aussi assez souvent, une partie d'entre eux en tout cas, le bloc paragraphe par exemple puisque c'est le bloc de base en fait quand on met du texte. Du reste, en général, vous allez probablement utiliser à 90% les blocs bleus ici par rapport aux blocs classiques puisque les blocs classiques offrent moins de fonctionnalités, moins d'options, moins de réglages. Ça va être un peu léger pour faire vraiment un site professionnel. Donc je peux à tout moment cliquer sur un bloc. Alors par défaut, vous avez toujours un bloc qui est forcément automatiquement créé dès lors que j'ai mon curseur ici, qui est un bloc paragraphe qui me permet d'écrire du texte. Et ensuite, si je veux ajouter un bloc, je peux cliquer soit sur plus ici, soit sur le petit plus là. Et là, je peux faire une recherche. Hop, infobox. Ce bloc pourrait par exemple m'intéresser. Soit moi j'utilise aussi le raccourci souvent le petit slash et quand je mets un slash ensuite je peux commencer à taper le nom du bloc et je peux avoir rapidement mon bloc comme ça aussi parce que moi je fais beaucoup mais ça peut être plus avancé, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les raccourcis au début. Donc on va faire un petit plus et puis on va ajouter un premier bloc, par exemple un bloc image ou un bloc titre. Donc là vous avez le bloc titre par défaut de WordPress, donc je clique dessus et là je vais pouvoir ajouter un titre. Donc je suis un titre, ok. Les réglages du bloc, ensuite tous les réglages, c'est-à-dire je change la taille, la couleur et puis plein d'autres choses en fonction des blocs, ça se trouve toujours à droite. En fait, vous allez avoir un espace qui est tout le temps ouvert en fait à droite, la petite roue crantée ici réglages, si je l'ouvre, j'ai ici en fait tous les réglages du bloc sur lequel je suis. Donc si je fais Entrée, ça va amener automatiquement à la ligne donc dans un paragraphe. Encore une fois, le principe du bloc vide, c'est toujours un paragraphe, juste un petit bloc de texte. Donc là, vous voyez que les réglages sont différents quand je suis là ou quand je suis dans le titre. Encore que c'est à peu près la même chose. Attendez, je vais vous mettre du coup un autre bloc. On va prendre n'importe lequel. Hop, un truc compliqué, voilà. Ou une icône, ça c'est parfait. On va enlever ça, on verra après. Là, je sélectionne l'icône. Regardez, j'ai plein de réglages. Il y a plein de choses que je peux faire avec cette icône-là. Par rapport au titre, vous voyez que ce n'est pas les mêmes réglages du tout. Donc, les réglages du bloc sont toujours à droite. Ils sont également dans le petit menu flottant que vous avez ici. Vous pouvez toujours bosser avec quelques options ici, sinon le gros des options se trouve toujours à droite. Dites-vous que si jamais il y a trop d'options que vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez toujours ranger un peu les choses comme ça en renroulant, puis ensuite dérouler un à un chacun des éléments pour regarder qu'est-ce qu'il y a, etc. N'hésitez pas à renrouler, ça vous permet d'être un peu plus au clair avec quelles options, etc. pour vous familiariser avec chacun des blocs. Donc si je commence à me balader un peu dans ce bloc icône, typiquement par exemple, je peux changer la taille. Là ici, je peux changer la
couleur. Je peux aller chercher n'importe quelle couleur du coup. Voilà. Icon style, défaut ou stacked, ça va permettre de faire ensuite pour avoir un fond de couleur, etc. Regardez là, il y a background color qui est apparu, c'est la couleur de fond derrière l'icône. Bon, on va le laisser par défaut comme ça. La marge, là on ne le voit pas trop parce que c'est juste sur fond blanc, mais on crée de la marge autour en fait. Est-ce que l'icône elle est cliquable? Il y a un lien ici. Évidemment, je ne vous ai pas montré au début, mais il y a Icon Settings, là vous avez l'icône en fait. Vous pouvez changer, vous en avez plein. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous continuez, vous en avez des plus pleines, vous voyez, enfin il y a plusieurs styles. Icon Count, ça permet d'en avoir plusieurs. Voilà, si vous en avez plusieurs, vous pouvez ensuite créer de l'espacement, de la marge entre les icônes, etc. Vous pourriez vouloir bosser comme ça aussi. Et puis si on continue, on a ensuite avancé qui vous intéresse rarement, qui sont des petites choses un peu plus avancées justement. Là, si je vais dans titre, là qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir plutôt la couleur du texte. Ici, la couleur d'arrière-plan. Donc c'est l'arrière-plan de tout le bloc. Vous voyez que ça prend automatiquement l'arrière-plan de tout le bloc comme ça. Je peux revenir en arrière à tout moment en cliquant sur les 3 petits points ici et en cliquant sur le petit moins là sur arrière-plan pour enlever ce que j'ai fait. Les réglages sont présentés un petit peu différemment dans les blocs de base par défaut de WordPress, comme le bloc titre ici, par rapport au bloc de Kadence qui est un peu plus avancé et ça présente les choses différemment. Donc là, vous voyez par exemple, je vous ai dit dans le titre, il faut aller sur les 3 petits points pour revenir en arrière, etc. Mais je sais aussi que Kadence Blocks fournit un bloc un peu plus complet pour tout ce qui est titre, etc. On va le retrouver, il s'appelle Advanced Text, juste ici, voilà, hop, je clique dessus. Je ferme ça. Voilà, donc je suis un titre, j'ai refait la même chose, sauf que vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'options. C'est pour ça que je vous invite vraiment à passer plutôt au bloc bleu, les blocs de Kadence Blocks. Et vous voyez que du coup, il n'y a pas les 3 petits points pour revenir en arrière, etc. C'est pas pareil. Donc vous voyez, il faut juste se familiariser avec le fait qu'il y ait les blocs de base de WordPress et ceux qu'on a installés. Et les réglages sont un petit peu différents. Et vous voyez que là, il y a plein de choses, taille de police, etc. Espacement, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc vous allez pouvoir regarder un petit peu tous les blocs et voir tout ce que vous pourriez mettre comme ça. Il y a une carte Google Maps, par exemple. Vous avez juste à sélectionner cette carte, rentrer une adresse ici. Ça peut être une adresse plus ou moins précise. Je peux juste taper Nantes et il va me sortir automatiquement Nantes comme ça. Et vous voyez que c'est très facile d'avoir une carte Google Maps avec une adresse de renseigner. Et ensuite, il y a plusieurs styles. Ça peut être en satellite par exemple si vous préférez. Et puis il y a également des styles pour est-ce que c'est plutôt grisé, inversé, je ne sais plus comment dire, enfin en négatif, etc. Ok, ensuite les blocs, vous pouvez les déplacer les uns par rapport aux autres, comme ça, les uns, hop, au-dessus des autres, avec les petites flèches là, comme ça, dans les raccourcis. À chaque fois, vous avez toujours les petites flèches pour pouvoir déplacer les blocs. Vous allez pouvoir évidemment mettre les choses côte à côte, sous forme, en utilisant des systèmes de colonnes un petit peu. Donc si je fais un petit plus et que je tape colonne, hop, on va rentrer les colonnes ici, le bloc colonne. Donc là, il nous demande un préformatage de base. Vous voulez sur 2 colonnes, 3 colonnes, etc. Je vais prendre par exemple sur 2 colonnes et je peux prendre ensuite ce bloc-là. Je vais faire un CTRL X, c'est en fait un coupé sur Windows. Là ensuite, pour faire un copier-coller, c'est beaucoup plus facile de faire un plus et de lui dire paragraphe parce que ça permet en fait de pouvoir justement faire le coller derrière parce qu'on a le curseur normal et tout. Pour avoir le petit curseur normal pour faire des copier-coller, etc., il faut toujours avoir le petit bloc paragraphe en fait. Là, je vais faire un coller. Et j'ai du coup ma carte à l'intérieur de la colonne. Alors je vais vous montrer comment faire pour bien se repérer dans tout ça, pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que là on ne voit pas très bien la colonne, on ne voit pas très bien les bordures de la colonne, etc. Vous avez plusieurs options pour bien comprendre, bien gérer dans l'espace vos blocs, etc. Vous avez le fil d'Ariane en bas et regardez, là on voit où j'en suis, je suis dans Google Maps qui est dans une colonne. Donc on voit, il y a le petit liseré bleu qui lui-même est dans le bloc colonne, c'est le bloc avec les 2 colonnes, ce qui me permet d'ailleurs d'en mettre plusieurs, etc. Qui lui-même est du coup dans page, donc c'est l'élément, le parent le plus grand, c'est la page. Voilà. Donc ça vous permet déjà de vous y retrouver. Là on voit si je prends l'icône, c'est directement à la racine, mais si je sélectionne à chaque fois mon bloc Google Maps, je vois que vraiment il y a plusieurs éléments dans un élément et ce fil d'Ariane devient important pour s'y repérer. Vous avez un autre endroit, ici c'est la vue en liste. Cette vue en liste, elle est très pratique, très importante, c'est vraiment la base aussi. Ça va vous permettre de voir exactement où est-ce que vous êtes et de pouvoir sélectionner les éléments très facilement. Donc comme ça, si vous n'arrivez pas à sélectionner un truc parce que vous avez quelque chose dans quelque chose, vous pouvez toujours y arriver avec le fil d'Ariane et avec la petite vue en liste ici. Ça vous permet d'aller choper facilement ce que vous voulez. Et puis surtout de voir comment est construite votre page. Donc là, mon but, c'est de vous familiariser avec cet éditeur, avec les blocs, ce qu'on appelle aussi Gutenberg dans le jargon dans WordPress. Dites-vous bien que je vais aussi vous donner des astuces qui vous permettent beaucoup de gagner du temps pour la création de vos pages. On va y venir dans pas très longtemps. Des choses qui sont déjà faites d'avance que vous allez pouvoir importer en quelques clics et avoir des pages très belles sans effort. Vous allez être capable de faire ce genre de choses. Pour l'instant, j'essaie juste de vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne pour que vous soyez un peu familier. On va tout de suite s'attaquer au bloc le plus important qui va être à chaque fois l'épine dorsale de la création de vos pages pour vos mises en page. Donc pour ça, on va supprimer tout ce qu'on a fait. Donc là, je peux fermer ici.
Je vais supprimer absolument tout. Donc là, à chaque fois, dans les 3 petits points de chaque bloc, je peux cliquer en bas sur retirer et ça supprime le bloc à chaque fois, 3 petits points retirés. Vous pouvez évidemment choper simplement, hop, là j'arrive même pas à le choper, vous voyez, parce que du coup il veut absolument me faire mettre un bloc. Donc je lui dis paragraphe et puis hop, je vais utiliser le fil d'Ariane et je chope comme ça les colonnes. Sinon j'aurais pu utiliser la vue en liste. Et je peux supprimer avec mon clavier, hein, tout simplement. Voilà, je supprime tout, hop, je supprime tout ça. Je vais cliquer sur plus, on va faire une petite recherche row et ici vous avez row layout. Ce bloc est un bloc très important. Ça va être le bloc qui va permettre de reproduire tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire la partie un peu section, colonne, etc. Je vais cliquer dessus, hop, je vais fermer ça à côté et du coup on va pouvoir choisir un élément de départ. Alors vous voyez que c'est un petit peu comme les colonnes, cela dit en fait il y a beaucoup plus d'options que les colonnes, c'est pour ça qu'on l'utilise et que vous allez l'utiliser tout le temps par défaut dès lors vous commencez à créer un morceau de page. Donc ensuite vous pouvez choisir le nombre de colonnes, donc on va prendre par exemple 2 colonnes, ça nous permet de voir un petit peu comment on fait. On va maintenant remplir un peu avec des éléments. Par rapport à ce que je voudrais faire, je pense qu'on va simplement se mettre sur une colonne, c'est plus simple. Et du coup, à l'intérieur de mon row layout, qui est en fait l'équivalent d'une section, on va appeler ça une section, eh bien, je vais pouvoir mettre à l'intérieur de ça, du coup, par exemple, un premier titre. Donc, j'ai fait une recherche, Advanced titre, bienvenue sur, ensuite je vais faire entrée. Là, je vais pouvoir mettre du texte. Et en dessous, je vais pouvoir mettre un bouton. Vous voyez qu'on est toujours, si vous regardez le fil d'Ariane, dans mon row layout. Là, pareil, il y a le bloc bouton de base de WordPress et puis vous avez le bloc bouton qui est proposé par Kadence et qui est un peu plus avancé, qui a plus de choses, donc vous pouvez l'utiliser par défaut, Advanced Button juste ici. Voilà, donc je vais rentrer un texte pour le bouton. En savoir plus, on va tout de suite aller regarder un peu du côté des réglages du bouton. On va sélectionner différents réglages ici. Je sais qu'en cliquant directement sur thème, je vais avoir un joli bouton plein comme ça directement. En fait, vous avez ensuite tous les réglages, vous pouvez rendre le bouton arrondi, transparent, etc. Vous avez absolument tout ça ici. Vous allez pouvoir parcourir tous les réglages des boutons en général. Et là, je sais aussi que j'ai l'alignement donc ici ou alors là, c'est plus rapide. Et hop, je le mets à gauche comme ça. Mon titre, je pense qu'il n'est pas assez gros par exemple. Et ici, je vais mettre 65 ou 60, ça suffira. Très bien. Et puis là, du coup, je vais vouloir créer une bannière. Vous savez, on arrive sur un site, on a une belle image de fond. Et là, en fait, on va avoir en dessous Row Layout, Section. On va sélectionner Row Layout. Alors, pourquoi il y avait Row Layout et Section? Tout à l'heure, je vous ai parlé des sections et colonnes. C'est vraiment le langage classique pour construire une page. On a des sections, on a des colonnes, etc. Ici, dans la manière dont c'est présenté dans Kadence Blocks, on peut s'y perdre un petit peu juste avec les noms. C'est vrai que j'aurais préféré qu'ils appellent Row Layout section et qu'ils appellent section une colonne. J'aurais trouvé ça un petit peu plus clair. Mais du coup, ça ne s'appelle pas comme ça. Donc, quand moi, je parlais de colonne ici, ils appellent ça une section, mais c'est une colonne. Si vous avez plusieurs sections côte à côte, vous voyez que c'est des colonnes. Enfin, ça a plus de sens. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et toute la section, donc quand je parlais d'un morceau de page d'une section, c'est la partie qu'ils appellent du coup, eux, Row Layout. Donc, si je veux faire des changements en mettant une image de fond partout dans tout le fond, là, on aurait pu le faire parce qu'il y a une seule colonne ou une seule section. Mais s'il y en avait deux, il aurait fallu que je sélectionne bien Row Layout parce que du coup, sinon ça mettrait une image de fond que sur la moitié, que sur une partie. Mais je veux une image de fond vraiment tout dans le fond, donc on va sur Row Layout. Et puis je vais aller ici dans les réglages Background Settings. Donc le bloc Row Layout nous permet de mettre une image de fond, nous permet de faire de la marge en haut, en bas, plein de choses, plein d'espacements, plein de trucs. Et donc vraiment, vous allez l'utiliser à la base de la création de votre site. Background Settings ici, je vais aller chercher une image. Donc j'ai été prendre une image sur mon ordinateur, ensuite sélectionner et on rentre cette image de fond. Voilà. Ok. Maintenant, on va regarder un peu plus aussi les réglages qu'on a au niveau du Row Layout. On va les prendre un par un petit peu. On va regarder. Vous avez d'abord, par exemple, les marges vraiment. Donc padding, c'est marge interne en anglais et margin, marge externe. Pourquoi interne et externe? Regardez. Si je fais de la marge, je mets de la marge en haut. On voit que c'est pour en haut, top. Là, je mets de la marge, je mets par exemple 50, c'est en pixels, ou même 100. On voit que c'est à l'intérieur, ça met de l'espace à l'intérieur. Mais par contre, si je mets en dessous, margin, ça va mettre de l'espace à l'extérieur, ça va mettre la marge au-dessus. Donc voilà, c'est la différence entre marge interne et externe. Le système de marge, c'est quelque chose que vous allez utiliser en permanence, tout le temps, pour construire vos pages. Vous avez besoin d'espacer les choses et donc forcément, il y aura toujours de la marge. C'est la base. Donc, je vais revenir à 25. Alors, on va mettre un peu plus d'espace, justement. Je vais mettre par exemple 50 et 50 ou 80 et 80 par exemple. Voilà. On peut également mettre un petit peu de marge à gauche, à droite. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On descend ensuite, on a Background Settings. Alors au-dessus, on avait le nombre de colonnes. Si on avait voulu travailler sur plus de colonnes, vous voyez que même ici, ils appellent ça des colonnes, mais après, ils disent section. Donc voilà. Donc ensuite, on peut mettre une image de fond. On peut également mettre une vidéo de fond, même un diaporama de fond, c'est-à-dire des images qui défilent. On a des réglages par rapport à l'image. Par exemple, si je voulais qu'elle soit fixe, je pourrais. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas quand on descend, quand on scrolle. Je pourrais vous montrer le résultat après, mais on va laisser sinon les réglages par défaut. De base, vous pouvez changer où est-ce que vous voulez cibler dans l'image
par rapport à l'élément dans l'image. C'est très pratique d'avoir ça du coup. Ça vous permet de mieux vous positionner. Ensuite, on descend. On va avoir en dessous Background Overlay Settings. Et cette partie va nous permettre, si jamais vous avez des choses par-dessus, de rendre les choses plus ou moins lisibles. Des fois, vous avez une image qui est très fournie, très travaillée, très dense. Et du coup, si vous mettez du texte par-dessus, on n'arrive pas à le lire. Dans ce cas, on pourrait jouer avec un calque d'opacité, ça s'appelle comme ça. Donc là, je peux m'amuser à jouer avec l'opacity. Par contre, il faut un calque. Donc ça peut être une image par-dessus. Là, ça permet de faire des choses en matière de design très intéressantes si vous utilisez des PNG. Mais sinon, un calque, une image, une couleur. On va prendre un noir tout simplement. Et hop, on peut jouer du coup comme ça avec l'opacité. Si on met 100%, c'est juste noir. Bon, évidemment, ça n'a plus d'intérêt. Et sinon, on met juste comme ça un petit peu d'opacité. Et ça permet de rendre un texte un peu plus lisible, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, on a Border Settings parce qu'on peut mettre des bordures en haut et en bas. Donc là, on ne le voit pas. On dirait que ça pousse juste, mais c'est parce qu'il faut une couleur. Je vais vous mettre ça en rouge et vous allez bien le voir. Et vous voyez que là, j'ai pu mettre une bordure en haut. Alors, je vais vous montrer, il y a moyen de mettre une valeur automatiquement en haut, bas, gauche, droite directement en liant toutes les valeurs ici. J'écris 10 comme ça et ça met automatiquement partout tout autour comme ça. Donc, je reviens, hop, je délie tout. Et donc ça, c'est les bordures. Et on peut également arrondir. Regardez, je peux arrondir un petit peu comme ça. Toc. Alors, on peut faire ce genre de choses. Revenir en arrière de ça. Et ensuite, vous avez Divider. Divider, ça vous permet de mettre des formes de séparation en haut, en bas, etc. Donc, si je me mets en bas, bottom, et que je mets une forme de séparation, ça peut faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez des réglages par rapport à cette forme de séparation. Donc là, on pourrait laisser cette forme-là. Mais dans ce cas, il faudrait juste aérer un peu plus parce que là, ça manque d'espace par rapport à mon image. Donc soit on revient directement dans Padding Margin, soit vous l'avez peut-être déjà vu. Mais il y a le petit raccourci de le faire ici pour la marge interne. Hop, je peux directement prendre là. Si vous voyez bien ma souris, je peux prendre là et on gagne du temps, c'est plus rapide. Voilà, on ne peut pas encore le faire sur les côtés en raccourci comme ça. Voilà, et ça c'est pour la partie donc divider qui est vraiment ces espèces de formes de séparation qui ajoutent vraiment une petite touche professionnelle à votre site. Donc très très intéressant. Là on pourrait dire c'est pas très lisible le texte, alors je pourrais prendre mon texte et le mettre en blanc par exemple. Je pourrais faire la même chose avec le titre, je prends le titre et je le mets en blanc. Et là on pourrait se dire peut-être que c'est un peu plus lisible. Je retourne dans mon layout avec le fil d'Ariane. Et puis ensuite je descends et on regarde un petit peu rapidement le reste. Donc là, ça va moins nous intéresser via ici. Et on a Structure Settings. Et là, ça va être une partie très importante. Mais pour que vous compreniez bien, il faut qu'on publie nos changements et qu'on regarde un petit peu déjà ce qui se passe côté visiteur avant de jouer avec ces derniers réglages-là pour que vous ayez fait le tour un peu du bloc Raw Layout. Je vais faire mettre à jour. Et puis regardez ici, il y a le petit raccourci qui pop pour voir la page. Donc j'ouvre ça dans un nouvel onglet. Et là, j'ai mon travail ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, on aimerait bien que ça aille vraiment tout à gauche. Ensuite là tout à droite, etc. Puis on veut se débarrasser de tout cet espace là. En fait on essaie de créer notre page nous-mêmes de manière visuelle et on veut vraiment pas tout ça. Et donc là du coup on va voir les réglages de page, les réglages de cette page qui se trouvent en haut à droite dans Page Settings. Je clique ici. Sachez que ces réglages vous pouvez les faire de manière globale directement en allant dans Personnaliser. Vous cliquez ici où on avait été cliqué dans Personnaliser tout à l'heure. C'est également dans Apparence. Personnaliser, mais pour rendre le tutoriel plus digeste, j'ai essayé de vous montrer juste là au niveau de la page très simplement. Donc ici, on voit qu'on peut automatiquement, je vais vous dire quel réglage faire, on désactive le titre de la page, on désactive donc cet espace-là. Ensuite, vous avez le Page Layout, on va y revenir. On peut désactiver également l'espacement, vous avez automatiquement un peu d'espace en haut et en bas dans la page, on va le désactiver aussi. Déjà, si je fais mettre à jour et qu'on regarde, toc, on n'a plus ces espaces-là. Alors là, vous vous dites des fois, pourquoi finalement de base il y avait le titre, etc. alors qu'on ne veut jamais le faire. En fait, on veut le faire. Vous avez des pages qui sont vraiment des pages basiques, une page avec du texte simplement, mention légale, des choses comme ça, où vous voulez vraiment juste le titre de la page et un petit peu de texte en dessous. Vraiment une page basique. Dans ce cas, ça a du sens de faire comme ça, justement. Enfin, d'avoir le titre de la page, etc. Alors que quand on construit une belle page visuelle comme la page d'accueil, effectivement, on ne veut pas tout ça et on s'en débarrasse comme je viens de vous le montrer. Donc ensuite, on voit qu'on est dans une boîte, on le sent là juste ici. Donc c'était le réglage ici, Boxed ou Unboxed. On va préciser Unboxed, mettre à jour. Et là, c'est pareil, on va hop, décloisonner, enlever la petite boîte. Et du coup, maintenant, on voit qu'il y a le réglage pleine largeur. Et si je me mets en pleine largeur, que je fais mettre à jour et que j'actualise, ça me met automatiquement ma page en pleine largeur. Vous avez deux façons de gérer la pleine largeur dans vos pages et je vous montre les deux juste au cas où vous tomberiez sur l'une ou l'autre par hasard et vous diriez mais c'est pas comme ça que j'ai appris, etc. Là ici, on a pu faire la pleine largeur automatiquement pour l'ensemble de la page au niveau du réglage ici. Mais on peut aussi en fait le faire directement bloc par bloc ou en tout cas section par section. Ce qui peut avoir des avantages, ça peut être une autre habitude de travail. Donc là regardez, je reviens comme c'était par défaut, mettre à jour. Donc là c'est plus en pleine largeur. Et puis ensuite je prends ma section ici.
Et dans ma section, dans les réglages de ma section, donc là faites attention pour retrouver les réglages de bloc, il faut bien quitter ça et revenir dans la roue crantée. Là je suis bien dans mes réglages de bloc à nouveau. Mais là donc moi je voulais aller juste ici. Je vérifie au niveau du fil d'Ariane, je suis bien dans Raw Layout. Et ici j'ai un petit réglage pleine largeur, mettre à jour. Et ici, du coup qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là je suis automatiquement en pleine largeur pour ce bloc-là. Mais du coup, si je continue ensuite, j'ai sélectionné le bloc Raw Layout, je vais faire Entrée, ce qui me permet d'être automatiquement dessous. Et si je commence à mettre des trucs en dessous, par exemple, je vais mettre une icône. Donc je vais cliquer sur plus et je vais mettre une icône. Alors j'ai mis quelque chose complètement au pif. Ah, mais du coup, ça n'a pas bien montré ce que je voulais vous montrer. On va mettre plutôt la carte Google Maps ici, plus, et on va mettre une carte. Là, vous voyez que si je continue de mettre du contenu en dessous, ça, au moins, là, il y a ça qui est en pleine largeur, mais la carte ici, elle n'est pas en pleine largeur. Mettre à jour. Et en fait, c'est très bien parce que du coup, régulièrement, quand on fait une page, des fois, on veut qu'il y ait du contenu qui soit un peu plus au milieu, où c'est bien aéré à gauche et à droite. Très souvent, dans les pages, c'est comme ça. C'est bien aéré à gauche et à droite. Alors que là, on voulait que ça aille de tout à gauche à tout à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment qu'on ne va pas laisser ça coller comme ça, mais parce qu'en fait, on voulait l'image de fond qui aille de tout à gauche à tout à droite. Donc en fait, vous avez au niveau du Raw Layout, la possibilité directement de prendre cette section-là et de la mettre en pleine largeur et ensuite de continuer à créer votre page comme ça, où c'est un petit peu plus centré et espacé. Donc vraiment, vous pouvez faire des deux façons, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que à votre place, je privilégierais cette façon de travailler, ce que je viens de vous montrer là, à savoir prendre le Raw Layout et le mettre en pleine largeur. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, effectivement, on ne veut pas que le contenu aille tout à gauche comme ça. Évidemment, c'est mal géré. Et comment on fait ça? On va justement dans les réglages que je vous montrais tout à l'heure du Raw Layout. Donc, je suis dans mon Raw Layout et je vais en bas dans Custom Content Max Width. Je vais vous montrer un petit raccourci juste après. Là, d'abord, je vous montre vraiment à la main. Si je joue avec ça, ensuite, je peux jouer vraiment sur la taille du contenu à l'intérieur de mon Raw Layout, ce qui ne change rien à l'image de fond. Donc, si je me mets là, par exemple, là, je suis bien resserré comme ça avec mon image de fond qui va de tout à gauche et tout à droite. Et avec ça, déjà, vous avez la magie entre vos mains de la construction de pages qui va vous permettre de faire des pages de manière visuelle, etc. Vous avez déjà 90% de ce qu'il vous faut savoir pour créer de belles pages à ce stade. Puisque oui, maintenant, il va suffire d'empiler des choses, de mettre des choses côte à côte avec des colonnes, etc., de mettre des images de fond, de mettre plein d'éléments, plein de blocs que vous découvrez. Vous êtes capable de créer vos pages comme ça. Voilà. Le petit raccourci que je voulais vous montrer quand même, regardez, je vais juste enlever ça et faire comme si j'avais rien fait. En fait, au niveau ici des petites options rapides du Raw Layout, je peux cliquer ici et cocher Use Theme Content Inner Width. Vous cochez ça et ça va automatiquement aligner le contenu à l'intérieur comme ça. Et en fait, ça va l'aligner exactement, notamment avec, vous voyez ici, c'est aligné avec ce qui sera plus tard votre logo. Ce sera aligné comme ça. C'est aligné aussi avec le petit bloc Google Maps. On voit qu'il s'arrête pile poil ici. Il y a un alignement qui a été paramétré quelque part dans votre thème par défaut et ça va récupérer ça automatiquement. Donc, c'est vraiment l'idéal. Prenez simplement ce petit réglage là, vous cochez la case et vous êtes sûr que tout est aligné de manière nickel. Ok, donc c'est le moment un peu de vous amuser et d'aller dans plus, de regarder un peu tous les blocs que vous pouvez avoir. Regardez là, il y a des blocs comme ça avec des onglets. Dans chaque onglet, vous pouvez mettre ensuite à l'intérieur une carte. Là, j'ai mis une carte Google Maps dans un onglet, l'onglet du milieu. Vous continuez, il y a plein d'autres blocs comme ça, le bloc liste. Là, vous voyez que je peux mettre une petite liste à puces avec plein d'éléments. Je peux évidemment changer chacune des icônes. Là, comme ça, c'est dans les réglages à droite. Donc, regardez un petit peu tous les blocs que vous avez à disposition. Avec des outils gratuits, on a déjà bien assez de blocs. N'oubliez pas de vous mettre des fois sur plusieurs colonnes si vous avez besoin. Donc, faites-le dans le Raw Layout. Ici, je me suis mis dans le Raw Layout et puis je peux me mettre sur plusieurs colonnes, ce qui me permet de mettre des choses côte à côte et de faire vraiment des mises en page plus compliquées. Petite astuce au niveau des couleurs. Avant d'aller plus loin, vous allez pouvoir évidemment choisir vos couleurs bloc par bloc, élément par élément, mais vous avez également un moyen de centraliser toutes vos couleurs dans une seule et unique palette de couleurs à un endroit que vous réutilisez absolument partout. Et du coup, ça va avoir la grande vertu que si jamais vous voulez changer du jour au lendemain toutes les couleurs de votre site, eh bien vous allez pouvoir les changer à un seul endroit et ça va changer partout à travers votre site. C'est très pratique, je vous montre ça. Regardez partout où je vais. Je peux aller vraiment à peu près n'importe où. Alors, je veux les blocs, pas les blocs de base comme ça. J'ai aussi les blocs de base, mais regardez, vous avez la petite palette de couleurs comme ça avec le bleu. Vous vous dites pourquoi il y a ces couleurs-là par défaut. Vous voulez peut-être vos couleurs à vous à utiliser ici par défaut. Là, on voit le bleu ici. Et hop, je voulais vous montrer aussi là comme ça. Dans tous les blocs Kadence où ça se présente comme ça, à chaque fois vous cliquez quelque part où il y a de la couleur, il y a toujours la petite palette de couleurs ici comme ça également. Cette palette de couleurs, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez la trouver. Je vais faire mettre à jour ça. Et ici, on va aller dans Personnaliser, Apparence
personnaliser, les fameuses options de thème. Et ici, vous avez le premier menu qui s'appelle couleur et police, color and font. Vous avez le même système pour les boutons et pour les polices. Mais je vais aller plus vite. On va regarder simplement les couleurs ici, couleurs. Et vous avez votre palette de couleurs qui est là. Et vous pouvez en fait changer les couleurs que vous voulez ici. Toc, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Et vous allez les retrouver ensuite à travers tout votre site. Je peux cliquer sur publier. Et ensuite, je vais pouvoir les retrouver à travers tout mon site. Là, vous voyez que les couleurs ont automatiquement changé ici. Pourquoi? Parce que du coup, c'était lié à l'une des couleurs comme ça qui était centralisée, cette fameuse palette de couleurs. Mon premier conseil pour réussir vos designs, avant de vous donner vraiment les conseils qui tuent, qui vont faire que ça va être vraiment plus facile pour vous, ça va être de copier. Il n'y a vraiment pas meilleure façon d'apprendre que de copier ce que vous voyez ailleurs. Je n'ai pas dit cloner à l'identique du coup et de ne pas faire du vol spécialement, mais simplement de vous inspirer. Vous vous doutez que tous les designs sont déjà dans la nature et que c'est physiquement impossible de faire un design qui n'a pas été vu ailleurs globalement. Et on pourra toujours trouver des sites où on va vous dire mais vous avez fait le même site qu'ailleurs, etc. Donc il faut absolument avoir aucune honte à l'idée de copier ou plutôt dire de vous inspirer de ce que vous voyez ailleurs. Si quelque chose vous plaît ailleurs en termes de mise en page, etc., allez-y, foncez, regardez comment ça a été fait et copiez-le. Si vous prenez mon propre site, c'est sans doute pas si compliqué à faire. Vous voyez qu'il y a une grande section comme ça ici avec une couleur de fond au lieu d'être une image de fond. À la colonne de droite, on voit qu'il y a mon image. Là, en fait, c'est une seule unique image avec la petite flèche ici. Et ici, il y a un titre, un texte. Il y a une petite boîte en plus que vous retrouvez au niveau ici des blocs. Vous avez en fait le bloc Raw Layout qui est composé de sections. Vous avez vu, moi j'avais dit que c'était des colonnes. Et en fait, vous avez ce fameux bloc colonne/section qui est disponible directement tout seul ici en fait. Vous voyez, il est là, section. Et ça vous permet d'avoir une petite boîte en plus que vous pouvez glisser absolument n'importe où. Cette petite boîte a l'avantage que vous avez dans les réglages de droite la possibilité de mettre des couleurs de fond, des bordures, des ombres, ce genre de choses. Donc des fois, on veut mettre des choses dans une boîte juste pour pouvoir faire un design de boîte. C'est ce que vous feriez ici avec le bloc section. Là, si je reste dans le bloc section, que je mets quelque chose rapidement, une carte Google Maps, je vais avec le fil d'Ariane récupérer ma section, cacher ça. Et puis avec ce justement, je peux aller dans Border Style par exemple. Je peux mettre une bordure, toc, hop, je vais lier les valeurs et mettre une bordure partout de 10 pixels par exemple. Je peux également là cocher Box Shadow, ça va mettre une ombre. Et là, je peux commencer à jouer avec une ombre. Vous voyez, on commence à voir l'ombre un petit peu partout. Là, il faut apprendre à la gérer. Du coup, vous-même, il y a l'axe X, l'axe Y, à quel point est-ce qu'elle est répandue, etc. etc. Vous pouvez mettre de l'ombre. Là, je peux le faire parce que je suis dans un bloc section. Donc, ce bloc section permet typiquement de créer une boîte dans laquelle vous mettez comme ça des petits arrondis autour, une petite ombre, et puis de mettre des choses à l'intérieur et de mettre une couleur de fond qui différencie de l'autre couleur de fond. Voilà, donc c'est pas compliqué à faire. Donc là, on a un titre. Ici, on reparlera rapidement du bloc formulaire. C'est le bloc formulaire qui permet de faire ça. Un petit texte. Ici, on a un raw layout avec par exemple 3 colonnes. Il y a d'autres façons de travailler, mais faisons simple. Donc, ces 3 colonnes avec petites icônes. Là, il y a plusieurs blocs qui vous permettent de faire ça, mais petites icônes et petits textes. Voilà, mis côte à côte. Regardez au niveau des blocs ce que vous pouvez utiliser un petit peu. Là, vous avez le bloc Infobox qui est utilisé ici, etc. etc. Vous voyez que ce n'est pas compliqué du tout et qu'après, les plus belles mises en page, des fois aussi, utilisent de très belles images. Et des fois, il faut passer du temps sur vos images aussi et pas seulement vos mises en page. Le conseil suivant, du coup, c'est qu'on va vraiment en fait faire des pages maintenant pour votre site web. Et pour ça, moi, je vais vous donner la méthode la plus rapide et la plus simple pour vous. Sauf si vous voulez évidemment partir de zéro et faire avec ce que vous avez en tête. Dans ce cas, je vous ai donné les outils pour le faire. Maintenant, il faut simplement prendre l'habitude de construire votre page. On parlera de tout ce qui est responsive design, c'est-à-dire tablette et mobile dans un instant. Mais du coup, si vous voulez gagner du temps et utiliser des choses qui sont déjà toutes faites, eh bien, vous avez le bouton en haut qui s'appelle Design Library. Et quand je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir en fait automatiquement insérer des morceaux de page, des raw layouts en fait avec plein de choses dedans qui ont déjà été faites. Donc, quand vous avez le petit badge pro, c'est qu'il va falloir utiliser la version pro. Du coup, vous aurez les liens en description si vous voulez aller un petit peu plus loin, utiliser le thème pro, Cadence Blocks Pro, etc. On parle de tout ça dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder un petit peu sur la chaîne et on vous mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Là, c'est pour la partie morceau de page, la partie section que vous avez ici. Vous pouvez trier par type de section un petit peu. Alors, effectivement, c'est écrit en anglais. Peut-être c'est pas très parlant pour tout le monde, mais vous pouvez simplement descendre. Là, il n'y en a pas énormément, mais il y en aura vraiment beaucoup plus dans un avenir proche. Et la partie qui nous intéresse le plus, qui est la partie Starter Packs. Pourquoi ça nous intéresse le plus? C'est qu'en fait, ça permet carrément d'intégrer des pages entières, des pages qui ont déjà été faites. Et vous voyez qu'il y a tout de suite beaucoup plus de choix dans la partie Starter Packs, vraiment beaucoup plus de choix. Et c'est de très très belles pages. Et la petite astuce consisterait éventuellement, si jamais il y a certains morceaux de la page qui vous intéressent seulement, eh bien à importer toute la page et puis à supprimer tout ce qui ne vous intéresse pas et à garder que le morceau qui vous intéresse. Et à construire votre page comme ça. Là, c'est vraiment une super astuce. Donc, je vais prendre un exemple ici. On va regarder dans Cleaning Service. On va dire que ce site-là, il est très très joli. Vous avez plusieurs pages. Vous avez une page d'accueil.
Vous avez une page à propos, vous avez une page contact, une page service. Là, il y a un petit bug, ça ne charge pas, vous voyez que c'est gris, mais il y a plus de contenu, hein, c'est pas juste un petit morceau comme ça. Vous, sans doute que ça ne bug pas de votre côté. Et du coup, je vais décider d'importer la page d'accueil qui est là, par exemple, puisque moi, je suis en train de faire justement une page d'accueil. Je clique dessus et ça va m'importer toute la page. Voilà, ça m'importe toute la page. Page qui a été réalisée en tenant compte du fait qu'il y a des couleurs centralisées avec une palette, etc., comme je vous l'ai montré juste avant. Du coup, il y a des endroits où il a récupéré votre couleur. Donc si vous faites ça bien, ça vous fait gagner du temps, c'est top. Moi en l'occurrence, ça récupère mon espèce de rose bizarre que j'ai mis juste avant. Mais voilà, j'ai importé toute la page, aussi simple que ça. Donc on peut faire mettre à jour et regarder un petit peu comment ça se passe ici. Donc là, la mise en page a clairement été pensée pour être en pleine largeur. Et la page n'a pas été réglée comme étant globalement entièrement en pleine largeur. Donc soit vous prenez une section par une section, vous les mettez en pleine largeur. Hein. C'était dans chaque row layout. Vous le prenez, vous le passez en pleine largeur et vous avez votre mise en page qui fonctionne bien. Et ça vous permet de ne pas le faire sur certaines si vous pensez que certaines c'est très bien quand c'est au milieu et tout. Sinon, vous prenez directement toute la page, réglage de page en haut à droite toujours, et puis vous mettez en pleine largeur entièrement. Et ça, c'est le petit raccourci. Si vous importez toute une page déjà faite comme ça, c'est un bon petit raccourci puisque ça a été pensé pour directement. Hop, on a directement une page qui fonctionne. Donc voilà, on peut regarder un peu le résultat. Ok, donc c'est pas mal du tout. Là, il n'y a rien qui cloche, hein. Tout a été importé correctement, il y a plein d'images, etc. Ça vous permet aussi de voir comment ça a été construit. Et ça, c'est vachement bien parce que vous allez apprendre en regardant comment ça a été fait. Vous allez pouvoir cliquer un peu partout et regarder mais comment ils ont fait cette mise en page, etc. Là, donc tout ça, c'est que des blocs gratuits que vous avez, que vous pouviez faire justement de base, effectivement, avec tous les outils qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc maintenant, ce qu'on peut faire déjà, c'est juste, moi, je vais aller dans les couleurs et je vais mettre une couleur appropriée. Donc c'était dans personnaliser. Je le refais avec vous au cas où, comme ça, voilà, vous aurez les réflexes. Couleur et police, couleur. Et puis ici, je vais mettre, je pense qu'il y avait une espèce de bleu un peu comme ça, qui était pas mal et qui collait avec l'ambiance ici, voilà. Et ça va être la petite couleur de base. Puis ça, on va reprendre la même couleur. Je vais copier le code là. Et je vais le coller ici et on va mettre une couleur un peu plus foncée pour ici. Voilà, je vous fais quelque chose de très très rapide. Tout ce qui est couleur et tout, ça pourrait mériter un cours à part entière, publié. Et on va faire très très simple. Et du coup maintenant, donc j'actualise cette page. Et du coup, on va pouvoir regarder un petit peu comment tout ça, ça a été fait. Là, si vous voulez vraiment plus de place, vous pouvez dégager la petite barre à gauche. Hein, encore une fois, hop, je me mets en mode plein écran. Ça me fait un peu plus de place. Ça, j'en ai besoin. Voilà. Donc là, je peux aller un peu n'importe où, cliquer quelque part. Et puis regarder un petit peu donc chacun des blocs qui a été utilisé. Je peux afficher aussi l'ensemble de la construction de ma page. Qu'est-ce qui a été utilisé, comment, etc. Là, donc, il y a le bloc image qui sert très souvent, Advanced Image. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'est un bloc, on le met, on met une image dedans. Donc, assez simple. À savoir qu'il y a des réglages très intéressants dans le bloc Advanced Image que propose Cadence Blocks. Il y a en fait des masques qui vous sont proposés directement ici par défaut. Ça vous permet très facilement de faire ce genre de choses. Et je suis sûr que ça intéresse une grande partie d'entre vous. Je suis même sûr qu'il y en a certains parmi vous là tout de suite qui ont des étoiles dans les yeux. Voilà, donc tout ça très simple à faire. Vous pouvez cliquer un petit peu n'importe où, regarder comment les choses ont été faites. Là, les images, ça c'est juste des... Voilà, avec une petite section, avec un row layout. Des fois, il y a des petites choses un peu compliquées qu'ils ont faites, mais vous pouvez les conserver finalement puisque à ce stade, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de cliquer sur les sections qui ne vous intéressent pas pour les supprimer. Vous pouvez le faire à ce niveau-là ou à ce niveau-là, ça revient au même. Vous avez les mêmes réglages ici, hein. Vous pouvez retirer des blocs entiers ou des sections entières à partir de là. Donc vous supprimez ce qui ne vous intéresse pas, vous mettez vos propres textes, vos titres, vos textes, etc. Vous pouvez réagencer complètement les choses, rajouter de nouveaux blocs à l'intérieur. Vous mettez vos images, vous supprimez s'il y a trop d'images, vous supprimez certains blocs, etc. Vous vous réappropriez complètement la page en fait très facilement comme ça. Vous voyez que ça a été entièrement fait. C'est pas un bloc déjà tout construit comme ça, c'est simplement un bloc section / colonne et ils ont mis dedans un texte et encore un texte. C'est juste qu'ils ont écrit ici $19, le titre, le paragraphe et là c'est une petite liste d'icônes. C'est très bien amené et puis ensuite il y a le bouton pour réserver juste dessous. Voilà, donc c'est un exemple du coup. Mais vous voyez que tout ça c'est finalement relativement simple et après c'est vraiment dans l'œil du designer. C'est pour ça que je vous dis vraiment utiliser des choses qui sont faites d'avance, ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça vous permet d'avoir de belles pages. C'est que ça en fait vous vous rendez bien compte que là c'est quelque chose qui est en fait tout con.
à faire. Et pourtant, c'est joli, c'est bien fait ici parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de bien espacer les choses, bien aérer les choses, d'avoir une belle hiérarchie visuelle. C'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, c'est des choses, vous pourrez prendre le temps de vous former à tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ici, utilisez au maximum des pages toutes faites. Et la petite astuce qui aurait été justement d'utiliser toute la page mais de garder qu'un morceau. En fait, si vous regardez dans Design Library, que vous voyez des pages dans des packs entiers, vous baladez dans n'importe quel pack et que vous voyez simplement une page qui vous intéresse, vous regardez au niveau des pages et tout ça, il y en a une qui vous intéresse. Ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est importer toute la page et ensuite vous supprimez toutes les sections. Là, je pourrais le faire. Bon, je vais la garder du coup, mais je supprime toutes les sections et je garde que celles qui m'intéressent. Et brique par brique, petit bout par petit bout, vous pouvez construire vos pages comme ça aussi. Là, je vais faire mettre à jour et du coup, on peut continuer comme ça. Et du coup, je peux aller en fait sur ma page service par exemple. Et puis là, on retrouve le modèle où il y a toujours le titre dans une boîte, etc. Si on le fait très rapidement, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous le montrer à ma vitesse à moi. Là déjà, on a un petit raccourci à chaque fois qu'on va sur une page. Vous avez ici le petit raccourci modifier la page. C'est un petit raccourci sur la page sur laquelle vous êtes. Donc je peux me mettre sur la page à propos et je peux cliquer sur modifier la page. Ça m'emmène directement dans cette page. Hop, je clique sur Design Library. Je vais dans ce pack là. J'essaie de vous montrer quand ça va vite. Ensuite, là, j'ai le modèle About. Donc c'est pour à propos justement. On va partir sur ce modèle, c'est très bien. Et une fois que le modèle est importé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder tout ça. On va juste aller dans le modèle de page, désactiver le titre, mettre en pleine largeur justement, unboxed, tous les réglages qu'on avait fait il y a un moment pour une autre page, désactiver l'espacement en haut en bas. Là, je pense qu'on est bon, mettre à jour et on regarde la page. Et là, j'ai ma page à propos qui est très très classe. Très joli. Voilà, on peut faire la même chose avec la page service. Alors j'avais laissé un sous-menu comme ça, mais c'était pas mon but du tout. Donc ce que je peux faire, c'est rapidement aller dans les menus et puis hop, remettre ça bien avec un menu normal. Voilà. Ok, donc maintenant on va aller dans la page service, modifier la page, puis on recommence. Un Design Library, je récupère mon pack ici. Pack de pages, c'est la page service. Donc là, regardez, il y a une page service, donc c'est parfait. Je prends cette page-là. Ok, et puis à partir de là, on est bon. On a juste à refaire les mêmes réglages ici. Donc je me mets en pleine largeur automatiquement. On désactive le titre en haut. On sort de la boîte, on désactive le petit espace en haut et en bas. Vous pouvez le laisser activer, vous verriez, il y aura un petit espace blanc en haut et en bas de la page. Donc là, on a une très très belle page service comme ça. Et il nous reste la page contact. Donc on va aller sur la page contact et on recommence du coup, modifier la page. Ici, Design Library, hop, Cleaning Service, la page contact qui est juste sous ma souris. J'ai même pas eu besoin de bouger. Et là, c'est déjà ouvert d'avance puisque j'étais là dans l'éditeur la dernière fois que je l'ai quitté. Donc je peux juste recommencer, pleine largeur, désactiver le titre, enlever la boîte, désactiver l'espace en haut et en bas, mettre à jour, voir la page et on a une très 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 belle page de contact. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est s'attarder sur le bloc formulaire qui nous permet justement de créer un petit formulaire de contact comme ça. Je vous montre juste 2-3 réglages, comme on le règle, etc. que vous ne soyez pas perdu parce que c'est quand même un bloc un petit peu particulier du coup. Donc je retourne dans la page et ici je descends et on va sélectionner le bloc formulaire. Alors du coup, ce qu'on va faire c'est déjà regarder dans un premier temps juste comment on part d'un bloc formulaire normal puisque là ils l'ont stylisé. Voilà, peut-être que ça peut être bien de démarrer simplement depuis un bloc normal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me positionner un peu n'importe où. Par exemple là, on voit qu'il y a, vous voyez, regardez, il y a un row layout dans une section, lui-même dans un row layout. Donc vous pouvez très facilement mettre, on dit nester en anglais, j'ai oublié le en français, mais mettre quelque chose dans quelque chose dans quelque chose, imbriquer du contenu facilement et créer des mises en page plus complexes. Donc là, je vais cliquer sur Entrer ici, ça va me permettre d'aller à la ligne facilement. Et je vais faire mon petit slash parce que ça va plus vite. Et je commence à taper forme et on a le bloc formulaire justement ici, forme. Donc je le sélectionne et voilà à quoi ça ressemble par défaut. Donc par défaut, si vous démarrez et vous faites votre propre site, vous avez un formulaire comme ça, il est efficace, il fonctionne, il n'est pas moche, vous avez juste quelques champs, vous n'êtes pas obligé de commencer à essayer de le styliser beaucoup, etc. Vous pouvez faire simple au début, là le formulaire il est efficace. Comment ça marche? On quitte les réglages de page ici, on va dans la petite roue crantée et on reste dans les réglages de bloc. Et dans les réglages de bloc, on va avoir donc nom, email. Donc là, vous avez regardé, on a le champ nom, email, message et on a ici nom, email, message. Donc en fait, tous les champs vont être là. Vous pouvez dérouler chacun des champs. Vous aurez tous les petits réglages par rapport aux champs là. Vous pouvez ajouter des champs en cliquant sur Add Field ici, ça va en ajouter un. Et ensuite, dessous, vous avez tous les réglages qui sont liés au formulaire en général. Donc là, rapidement, si j'ajoute par exemple un petit champ, hop, on voit qu'il est apparu. Ensuite, je l'ouvre, je vais dire qu'est-ce que c'est comme champ. Ça peut être des cases à cocher, un menu déroulant comme ça pour sélectionner quelque chose. Ça peut être plein de choses, email, etc. Et ensuite, est-ce que ce champ est requis ou pas? Là, je vais vous faire un petit exemple avec les checkbox. C'est des petites cases à cocher. Comme ça, vous verrez comment ça marche. On va dire que ce n'est pas requis. Ensuite, on va ajouter des options professionnelles et une deuxième option qu'on va appeler particulier. Ok, ensuite, on va rajouter un label parce que vous voyez que le label est vide. Ça va nous permettre de poser la question justement, vous êtes, point de suspension,
professionnel ou particulier. Donc là, la personne va pouvoir cocher l'un ou l'autre. On a également regardé Show Inline, ça a montré les éléments côte à côte. Ça peut prendre moins de place comme ça, par exemple. Donc là, je vous montre quelques options. C'est à vous après de regarder toutes les options de tous les blogs, de tout partout, tout le temps. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées, hein, évidemment. Et puis, je peux prendre ce champ-là et en fait, vous avez des petites flèches directement ici quand on le sélectionne et je peux le remonter par exemple. Non, email, vous êtes, voilà, ça paraît pas mal comme ça. Et là, du coup, le problème, c'est que c'est des cases à cocher. Et comme c'est des cases à cocher, ça veut dire qu'on peut cocher plusieurs cases. À la différence des boutons radio. Un bouton radio, c'est le petit bouton rond et vous n'avez qu'une seule option disponible. Donc, on va passer de text area plutôt à, de checkbox à radio. Alors, j'ai pas du tout sélectionné le bon, autant pour moi. Hop, je vais revenir à message ou text area. J'étais complètement perdu. Vous êtes, voilà, vous êtes, et on va passer de checkbox, je disais, à radio. Ça a gardé mes réglages, c'est nickel. Et là, ça va être vraiment qu'une option possible, justement, professionnelle ou particulier. Très bien. Et puis là, au niveau des champs, donc c'est dans le bon ordre, tout, moi ça me convient bien. Évidemment, c'est à vous d'écrire nom et pas name, etc. Vous écrivez tout ça. Vous n'êtes pas obligé de montrer le petit label au-dessus. Vous pouvez le cacher. Vous pouvez le cacher et écrire uniquement un placeholder. C'est ce que vous avez à l'intérieur, la partie grisée qui indique également ce qu'on écrit dans le champ. Vous pouvez préférer écrire comme ça ou vous pouvez faire les deux. Souvent, on écrit nom, voilà, quelque chose comme ça. Et dans email, votre email, etc. Vous avez sans doute l'habitude. Et puis, est-ce que c'est requis ou pas? Et moi, j'aimerais bien mettre nom et email côte à côte parce que là, ça prend beaucoup de place. C'est un grand champ nom, un grand champ mail. Je préférais que ça prenne 50% nom, 50% email. Là, je reste dans le champ nom et on va dans les réglages. Ici, on a column width, la largeur de colonne, et on va passer à 50%. Et je vais prendre email, je vais aller dans les réglages du champ email et je vais le passer aussi à 50%. Et on peut faire ce genre de choses très facilement. Voilà, je vous laisse bricoler un petit peu plus avec le champ, avec les champs et le formulaire en général. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement avancé. Si vous commencez à avoir des formulaires très complexes en tête, vous atteindrez probablement un plafond. On est là pour faire ici des formulaires classiques, des formulaires de contact, peut-être des formulaires de capture d'email, ce genre de choses est possible. Je ne vais pas le traiter dans cette formation, mais vous pouvez faire pas mal de petites choses avec ce formulaire, mais formulaire basique. Ici, au niveau du bouton, je vais pouvoir écrire justement le texte du bouton. Nous contacter. Ok, et ensuite, on va regarder rapidement surtout les réglages du formulaire, c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous avez ici les actions après qu'on ait cliqué sur le bouton nous contacter ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous redirigez vers une page en particulier? À chaque fois que vous cochez une case, en fait, ça va ouvrir un nouveau volet ici que vous allez pouvoir ensuite ouvrir et y apporter vos réglages. Donc là, si je décoche redirect, il disparaît, il n'est plus là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après qu'on ait utilisé le formulaire? Donc, est-ce qu'on redirige quelque part? Est-ce qu'on connecte à certains services, etc., etc. Ou la base, sinon, où est-ce qu'on envoie l'email justement? Donc, c'est la petite case cochée par défaut, email. Et ensuite, vous avez email settings. Et ensuite, c'est à vous de mettre ici votre adresse email, l'adresse email où vous voulez recevoir justement les prises de contact depuis ce formulaire. Donc, vous renseignez votre email ici. Vous laissez ensuite tout ça vide dans un premier temps. Vous pouvez faire simple. Veillez à avoir bien reply to email field. Comme ça, quand vous allez cliquer sur répondre dès que vous recevez un message, ça va automatiquement répondre à l'email qui vous a contacté, de la personne qui vous a contacté, donc l'email qui sera dans ce champ-là. Et vous avez ensuite après tous les réglages de style également. Alors vous pouvez vérifier que ça c'est coché, ça vous permet d'avoir un peu moins de spam. Ce ne sera pas forcément efficace à 100%, mais ça peut aider. Et ici vous avez Field Style. En dessous vous avez Label Style. Donc Field Style c'est le style pour les champs. Donc vraiment les champs, alors que Label Style, c'est les petits labels, message, name, email. Et vous avez plein de réglages, vous pouvez faire plein de choses. Si je vous montre un exemple très rapide, par exemple, je pourrais aller, donc là je suis bien dans Field Style, et je pourrais décider d'avoir Input Color, d'avoir, Input Background, voilà, une couleur de fond comme ça. Et puis ensuite je décide Border Width, donc la largeur de bordure de mettre 0. Et voilà, et ensuite border radius, je commence à mettre un petit peu d'arrondi, regardez comme ça, et vous voyez que le formulaire qu'on a là maintenant est complètement différent en termes de style de celui qu'on avait juste avant déjà. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses, row, gap, ici, baisser un petit peu l'écart entre les champs à la verticale, voilà. Et puis pareil à l'horizontale, enfin vous avez tous les réglages, jouez avec les curseurs, testez et vous vous habituerez à tout ça. Ok, maintenant qu'on a vu globalement comment ça fonctionne un bloc formulaire, et surtout qu'il faut absolument mettre votre email pour pouvoir recevoir justement les prises de contact depuis le formulaire. Vous pouvez regarder un peu comment celui-là a été fait par exemple. Vous voyez qu'ils ont mis des petites bordures sur les champs uniquement en bas et ça crée ce petit effet-là. C'est pas compliqué à faire. Vous pouvez vous balader un peu dans les réglages et regarder comment ça a été fait. Et surtout, donc plus important, n'oubliez pas de venir mettre
votre adresse email. Bon, alors maintenant, on a fait les 90% de notre site web puisqu'il nous manque simplement l'entête et le pied de page. Mais avant ça, il faut qu'on se pose la question du design responsive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire adapter tous les designs de votre site, toutes les parties, entête, pied de page et puis les pages, pour que ça se comporte bien et que votre site soit accessible sur tablette, mobile aussi bien que PC. Puisque là, on bosse sur un PC et les mises en page les plus compliquées sont sur PC. Mais ensuite, il faut l'adapter au mobile, il faut s'assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait rien de bizarre sur mobile, que les marges soient bien faites, etc. etc. Pareil pour tablette. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous décidez de bosser exactement comme je vous l'ai montré dans cette vidéo en utilisant des morceaux de pages ou des pages qui sont déjà faits dans cette petite partie qu'on a vue Design Library, la bibliothèque de contenu, de pages, etc. Eh bien, la partie responsive va être beaucoup plus rapide puisqu'en fait, elle est déjà faite. C'est tout l'avantage d'utiliser des choses qui sont déjà faites comme ça et c'est pour ça que je vous ai invité à le faire, c'est que vraiment ça facilite grandement votre travail. Je vais vous montrer comment on gère ces histoires de responsive design. Ça peut être un petit travail, c'est pas forcément très long à faire et en même temps c'est pas la partie la plus passionnante, on va pas se mentir. Mais si vous travaillez comme on l'a fait là, ça va être très rapide à faire parce que 99% du travail a déjà été fait. Oui, parce qu'ils ne vont pas vous donner des modèles qui sont déjà tout faits ou ils ont fait que le travail à moitié. En fait, tout ce qu'ils ont déjà fait pour vous, les pages, etc., ils les ont déjà rendus bien pour mobile, tablette, etc. Donc en fait, c'est comme si vous aviez même plus à vous poser les questions de responsive design pour 95% de votre site. Il faudra quand même vous les poser un minimum pour la partie en tête, juste regarder à quoi ressemble votre site globalement, mais ça peut vraiment aller très vite. Je vais vous montrer comment on fait ça, du coup, au moins comment on gère dans les grandes lignes en général tout ce qui est responsive design. Vous allez devoir cliquer en haut sur prévisualiser. Je crois que ça va changer le label, ça s'appelle autrement maintenant ou ça va s'appeler autrement dans pas longtemps, mais enfin c'est ici du coup. Et vous allez pouvoir ensuite basculer sur tablette ou sur mobile, comme ça, très facilement. Donc ça, c'est une première option pour voir un peu à quoi ressemble votre site sur tablette ou mobile déjà. Globalement, cette partie un peu prévisualisation, elle n'est pas parfaite et je vous invite vivement, parce que ça fonctionne beaucoup mieux, à avoir avec vous vraiment un téléphone pour pouvoir regarder pour de vrai votre site, à quoi il ressemble. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Et là, vous avez un vrai rendu, vous êtes sûr au moins. L'autre astuce, si jamais vous n'avez pas par exemple de tablette, ce qui est d'ailleurs toujours mon cas, vous allez prendre votre site, hop, on va aller sur l'une des pages et on va faire un clic droit et on va cliquer sur inspecter. Et quand on clique sur inspecter, on ne va pas regarder, il y a plein de codes, tout ça, ça ne nous intéresse pas. En fait, on a une petite option ici, si vous me suivez. Moi, je suis sur Google Chrome, je clique là et en fait, je peux voir mon site sur tablette et mobile. Alors, je vais cliquer sur les trois petits points là et je vais mettre mon truc à droite comme ça, voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Et là en fait regardez, c'est une super astuce, même si vous n'avez pas de téléphone, j'ai envie de dire, vous pouvez voir du coup directement sur plein d'appareils qui sont préenregistrés comme ça, à quoi ressemble votre site. Et ici ça marche très très bien, Ici vous pouvez vous fier à ce que vous voyez là et vous pouvez également aller sur tablette. Là j'ai Surface Pro, je pense que c'est une tablette, enfin voilà. Donc c'est très pratique, n'hésitez pas à utiliser ces petites astuces, clic droit, inspecter et la petite option que je vous ai montrée. Ensuite, vous pouvez cliquer absolument n'importe où et en fait vous allez avoir des options qui sont spécifiques aux mobiles et aux tablettes. Pour ça en fait il suffit de regarder les petites icônes là et partout où vous cliquez et où vous avez les petites icônes comme ça à chaque fois, ça veut dire qu'en fait vous pouvez faire des réglages différents pour tablette et mobile contrairement au PC. Donc c'est très très pratique, ça peut concerner les tailles de police, ça peut concerner les espacements, les marges, ça peut concerner beaucoup de choses. Si je sélectionne ici mon layout, ici je vais avoir, ça va se présenter un petit peu différemment. Regardez là j'ai carrément un gros espace là ici, tablette, mobile, PC. Et là, on voit du coup, si je passe sur PC, je suis en train de bosser comme on le faisait depuis tout à l'heure et je peux passer sur mobile à tout moment. Et là, j'ai carrément, c'est écrit mobile, padding, margin. Donc là, c'est encore un peu différent. Il n'y a pas les petites icônes. Vous voyez qu'il y a des grands menus carrément qui s'appellent mobile. Là, je déroule ça et on voit qu'il y a déjà des valeurs qui sont renseignées. C'est le travail qui a déjà été fait en fait de la page que vous avez importée. Mais vous pouvez en fait changer ça à tout moment. Là, je peux passer de 100 à 50 ou 500, etc., etc. Et je peux faire ce travail-là moi-même. Donc, en général, le travail de responsive design va consister à refaire bien les tailles de police, choses comme ça, à refaire bien les espacements, s'assurer qu'il y a assez d'espace à gauche et à droite pour que ce soit lisible, que ce ne soit pas collé au bord. En haut et en bas également, vous pouvez cliquer absolument n'importe où et refaire vos espacements à chaque fois. Ça, c'est le premier travail qu'il y a à faire. Le deuxième travail qu'il y a à faire, c'est si jamais les choses n'apparaissent pas dans le bon ordre par rapport à ce que vous auriez voulu, vous. Si jamais vous avez plusieurs colonnes dans une section, donc on va prendre l'exemple ici. Ici, on voit que j'ai un layout dans lequel il y a effectivement plusieurs sections. On les voit. Je vais ouvrir ça et on voit que ce layout là, il y a deux sections. C'est pas celui que je voulais sélectionner. Le layout là, hop, je vais tout remballer comme ça. Je vois que j'ai deux sections. J'ai cette section là et j'ai une section en dessous. Oui, mais si moi je chipote et on va dire que j'aurais voulu que le formulaire apparaisse quand on est sur mobile avant toute cette partie là. Admettons, même si là c'est pas le cas. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le layout et quand on est en prévise mobile comme ça, en fait, on a des réglages exprès pour mobile
pour pouvoir dire à WordPress, bah, inverse-moi le contenu quand on est sur mobile, passe-moi cette colonne-là avant et l'autre après. Vous avez ensuite ici, juste ici, collapse order, ici left to right ou right to left. Et quand je dis right to left, en fait, ça inverse tout simplement. Et vous avez l'autre ordre pour les colonnes et ça, c'est uniquement pour mobile. Donc, c'est très pratique d'avoir cette petite option-là. Je peux revenir là puisqu'en l'occurrence, on ne voulait pas le faire. Et également la possibilité de gérer un petit peu justement tout ce qui est colonnes, enfin les sections, on va y arriver, pour comment ça se comporte sur mobile. Est-ce que c'est les uns en dessous des autres ou est-ce que c'est les uns à côté des autres? Vous voyez que le réglage qui a été sélectionné par défaut, c'est les uns en dessous des autres. On stack, on empile. Mais on peut aligner plutôt les uns à côté des autres. Évidemment, là, c'est imbitable, ça va être compliqué. Même si on refait les espacements qu'on voit absolument partout et qu'on enlève les marges qu'on met à 0 pour laisser le plus d'espace possible, ce serait trop serré de toute façon, c'est normal. Donc là, on met ça comme ça. Voilà, donc vous avez toutes ces petites options-là qui permettent de faire du travail de responsive design. Je peux aller absolument partout, mettre moins d'espacement, par exemple là à gauche, 10 sur le 30, etc. Et je peux tout bouger comme ça. Donc vous vous mettez sur mobile et vous regardez partout où vous avez des réglages, même dans un titre. Vous voyez qu'absolument partout, il peut y avoir des réglages. Là, il y en a. Là, il y en a, padding, donc des histoires de marge, etc. etc. C'est comme ça qu'on gère le responsive design. La dernière chose qu'on peut noter, c'est que si je sélectionne tout un raw layout, imaginons que j'ai créé quelque chose sur PC et que je ne veux pas que ce soit visible sur mobile parce que ça prend trop de place ou alors le design est trop compliqué, c'est pas adapté à un mobile, je peux prendre à tout moment l'un de mes raw layouts et aller dans Visibility Settings et décider de le cacher sur mobile et sur tablette ou les deux ou voilà, ce que je veux. Ça peut être l'inverse, hein. Vous voyez qu'on peut cacher quelque chose sur PC qu'on met uniquement sur tablette ou uniquement sur mobile ou l'un ou l'autre. Je crois qu'on a le même réglage au niveau d'une section, hein, vous voyez. J'ai pris une section et non pas un raw layout et vous avez également le menu Visibility Settings qui permet de cacher quelque part aussi. Le responsive design n'a plus de secret pour vous. Bon, et ben du coup, on a notre site, vous avez votre site, peu importe le nombre de pages que vous créez, finalement, si vous suivez le même processus que moi, globalement, vous êtes capable d'avoir votre site, vous avez compris le responsive design, vous avez compris aussi que vous n'avez pas trop à en faire si jamais vous utilisez un peu les pages toutes faites, etc. Vous avez un site vraiment canon sans faire trop d'efforts. Maintenant, il manque la partie d'en haut et d'en dessous. Hein. Il faut qu'on bosse sur le header et le footer. Donc, on va tout de suite passer dans les options du thème, ce fameux espace personnalisé, et on va attaquer notre header. On va faire simple, on va aller assez vite maintenant, mais vous allez voir, vous allez avoir un très joli header avec toutes les options que vous voulez. Plusieurs façons d'aller du coup dans cet espace personnalisé. Hein. Je rappelle, on peut cliquer depuis ici, apparence personnalisée, ou quand on se balade sur notre site, on va pouvoir cliquer directement ici sur personnaliser. Je me rends compte que j'ai oublié du coup un petit réglage absolument essentiel, hein, mais c'est de dire à WordPress quelle est ma page d'accueil. Vous voyez qu'il n'a pas de page d'accueil. On a créé notre page d'accueil, mais il faut qu'on lui dise à WordPress laquelle c'est de page d'accueil pour qu'il puisse justement la mettre en page d'accueil à la racine directement sur votre nom de domaine. C'est un petit réglage vraiment con, hein, tout simple. Vous allez dans les réglages ici, réglages, lecture, et vous allez ici cocher la page d'accueil affiche une page statique et vous lui précisez quelle page c'est. On l'a appelé accueil pour une bonne raison, donc on va sélectionner la page d'accueil et ensuite désormais on a la page d'accueil. Et là qu'est-ce que je vois? Je vois un petit espace blanc, on va tout de suite aller le supprimer, ça vous permet au moins de voir du coup ce petit espace. Je vais aller dans modifier la page et si vous vous rappelez dans les réglages de page, il y a une histoire d'espace blanc. En l'occurrence, c'est même pas l'histoire d'espace blanc, regardez, c'est un bloc paragraphe qui s'est niché là et si je l'enlève, eh bien, il n'y a plus d'espace. Voilà, c'est tout bien. Ok, le site est bien. Donc maintenant, on fonce pour le header. Il n'y a pas grand-chose à faire forcément pour avoir un header fonctionnel au début en tout cas, puisqu'on pourrait juste grossir, là c'est écrit trop petit, on pourrait le mettre plus ou moins au milieu, etc., le grossir, l'espacer un peu, mettre votre logo, mettre éventuellement un bouton à droite, un bouton qui met en avant une action importante, vous contacter, acheter, etc., ce que vous voulez. Alors on va faire ça ensemble, donc on va dans personnaliser, on va ensuite cliquer n'importe où ici, voilà, et quand on clique absolument n'importe où, ça ouvre en fait tout ce qu'on appelle là le constructeur d'entête, donc vous voyez que vous pouvez en fait construire votre en-tête de manière un peu visuelle là aussi en faisant des petits plus absolument n'importe où pour ajouter des éléments et ce sur 3 niveaux. Vous voyez que vous avez 3 niveaux, vous n'êtes absolument pas obligé de vous servir des 3 niveaux évidemment et nous donc là on a un seul niveau, la plupart des en-têtes sur internet ont un niveau, parfois 2 quand on veut un deuxième niveau pour afficher des infos par exemple une adresse email, comment nous contacter ou alors même un autre menu ce serait possible ou un formulaire de recherche ou des icônes de réseaux sociaux, etc. Donc nous, on va continuer de bosser sur un seul et unique niveau, c'est très bien. Vous voyez que je peux prendre un élément et le glisser quelque part. Par exemple, je peux prendre mon menu et le glisser un petit peu par là. Je peux le glisser, sinon je peux le remettre à droite. Pareil, je décide de mettre mon logo ici ou alors je mets mon logo au-dessus et toc, mon menu en dessous. Et donc là, ça me ferait, vous voyez ça souvent sur des sites, hein, le logo est plutôt au-dessus avec le menu en dessous. Vous pouvez faire tout ça très facilement. Voilà. Moi, je ne vais pas faire ça. On va faire quelque chose de très simple. Je vais laisser ça comme ça. On va laisser le logo à gauche et on va mettre un bouton. Je vais cliquer sur plus et je vais mettre le bouton à droite comme ça.
Voilà, le bouton est toujours un peu carré comme ça, donc on va le laisser carré avec le petit arrondi de bordure, il est joli. On va le laisser comme ça. On va regarder rapidement. Donc en fait, tous les éléments que vous ajoutez dans votre header comme ça, tout ce que vous voulez, ensuite vous avez la petite roue crantée et vous avez les réglages associés à cet élément. Donc là par exemple, je suis dans le menu. Donc le menu, quel réglage on a? On va pouvoir espacer un peu plus les éléments si vous voulez. Et ensuite, dans la partie personnalisée ici, ça se passe toujours en 2 onglets. Vous avez l'onglet Général et l'onglet Design, toujours Général et Design, partout où vous allez ici. Donc là, si je vais dans Design, il y a toutes les options de design en fait, hein, couleur, police, ce genre de choses. Donc ici, je peux écrire un petit peu plus gros par exemple. Je vais aller dans Navigation Font en bas et je vais écrire un petit peu plus gros. Voilà. OK. Là, on va dire que finalement, il y a même un petit peu trop d'espace. Donc finalement, je vais revenir aux valeurs qui étaient par défaut, qui étaient peut-être bien. Donc je vais cliquer sur la petite flèche ici, Reset Value. Et on va laisser ça comme ça. Ça, c'est pour mon menu. Donc, vous voyez qu'ensuite, ça se comporte bien. Si vous voulez changer un peu les couleurs, etc., vous avez toutes les couleurs ici. Tout se passe directement ici. Vous avez aussi d'autres styles. Par exemple, underline, quand on passe comme ça la souris, si vous voulez. Moi, je vais laisser ça en standard. Je trouve ça bien comme ça pour l'instant. Et la couleur de l'élément actif, on va lui mettre également une couleur un peu comme ça. Comme ça, on voit vraiment sur quelle page on est en fait, quand on se balade. Voilà. Ensuite, on va aller dans le bouton. Pareil, le bouton, il y a la partie générale et design. Donc, général, il va y avoir le nom du bouton ainsi que le lien, l'URL, où est-ce que ça mène. Donc, par exemple, appel gratuit. Et puis, on va simplement envoyer vers la page de contact pour faire très simple, hein. Et donc, la page de contact, vous avez juste à renseigner votre URL de page de contact ici. Et il y a un petit raccourci, hein, plutôt que de mettre toute l'URL ici, comme vous êtes déjà sur votre site, vous pouvez juste mettre le /contact. Ça emmène directement sur la bonne page comme ça. Tout ça, on ne touche à rien après. Vous avez d'autres styles de boutons. Ça pourrait être en fait avec une bordure plutôt. On va laisser ça comme ça, c'est bien. Vous avez dans l'onglet design après les différentes tailles de boutons. Et là, j'avoue que j'hésiterais entre le petit et le gros. J'ai une petite préférence pour le gros. Donc, moi, je vais laisser en plus gros comme ça. Vous pouvez laisser sinon la taille normale. Ça s'intègre un peu mieux après quand c'est petit là comme ça. Donc, on va le laisser comme ça. Appel gratuit, voilà, ça c'est parfait. Et puis maintenant, on va aller sur le logo et on va avoir les réglages aussi au niveau du logo. Donc là, il vous faut évidemment un logo. Soit vous avez déjà un logo, soit vous pouvez aller sur des plateformes pour créer un logo pour pas forcément trop cher. Ça va être des plateformes comme Fiverr, 5euros.com, Upwork, des plateformes de freelance. Vous avez vraiment de tous les prix. Vous avez des gens très professionnels qui vont prendre pas mal de temps pour faire un super logo avec des échanges avec vous. Ou vous avez des logos un petit peu à l'arrache, pas trop chers, etc. Ou vous pouvez acheter des logos sur des plateformes comme Shutterstock, Fotolia, etc. Vraiment, tout est possible. Vous pouvez créer votre propre logo plus ou moins facilement avec Photoshop ou Canva selon si vous êtes à l'aise. Bref, vous avez plein de solutions pour les logos. Je vous mettrai quelques liens là aussi en description si vous voulez quelques ressources de plateformes que je pourrais vous recommander pour avoir un logo gratuitement ou alors pas trop cher. Donc moi, ce que je vais faire, c'est choper quelque chose d'assez simple. Là, je peux choper l'un de mes logos ici ou alors je vais récupérer mon propre logo de WP Origami. Voilà, j'ai récupéré mon logo. Faites attention quand vous importez un logo à ne pas avoir trop d'espace blanc, d'espace vide en haut, en bas, etc. Parce que sinon, ça va casser un petit peu votre mise en page. Vous allez dire « Ah, mon en-tête, elle est trop grosse ». Et en fait, c'est parce que vous avez une grosse image avec beaucoup d'espace à l'intérieur. Voilà, ici, ne recadrez jamais. Cliquez toujours sur « Pas de recadrage ». Et là, j'ai mon logo. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des réglages? On a la taille du logo. On a ici la possibilité de mettre que le logo et titre du site, etc. Ça peut s'afficher autrement. Si vous laissiez le titre du site, ça aurait pu être en dessous et tout. Moi, on va laisser le logo évidemment. On va mettre un petit peu plus petit. Et ensuite, vous avez en bas Site Icon. Site Icon, ça vous permet de mettre un favicon. Le favicon, c'est ce que vous avez sur ordinateur. La petite icône que vous avez dans l'onglet juste ici, ça s'appelle un favicon. Vous le réglez juste là dans Site Icon. Et dans Design, vous avez quelques petites options. Là, il y a des petites options de marge qu'ils ont mises là, ça a plus ou moins de sens, mais voilà, vous avez ça ici en tout cas. Et voilà pour avoir une en-tête très facilement. Ensuite, sachez que vous avez également des réglages pour tout le niveau entier. Donc là, on est sur Main Row ici. Et pour l'ensemble du niveau là, de mon en-tête, j'ai des petits réglages. Par exemple, est-ce que je veux que ce soit en pleine largeur? Et dans ce cas, ça va aller de tout à gauche à tout à droite, tout mon contenu. Est-ce que je veux que ce soit standard? La hauteur minimum de mon en-tête, je peux revenir ensuite par défaut. Et dans Design, notamment, est-ce que je veux une bordure en haut ou en bas, ou évidemment surtout la couleur de fond. Je peux complètement mettre une couleur de fond si je veux, ce que je ne vais pas faire. Et mettre des bordures, vous pouvez tester à mettre une bordure, etc. etc. Vous connaissez maintenant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour avoir une en-tête sympa. Vous pouvez ensuite utiliser les niveaux d'au-dessus pour mettre par exemple le bloc HTML. En fait, le bloc HTML vous permet tout simplement de mettre du texte. Et ici, vous pouvez mettre par exemple votre adresse email. Contact, voilà. Donc c'est un exemple. Évidemment, on a envie de mettre plus de choses. J'ai pas mis grand chose ici, mais je peux sélectionner Top Row. C'est les mêmes réglages que dans Main Row ici. Ça me permet de mettre une couleur de fond. Donc veillez à bien être dans l'onglet Design ici. Et je mets une petite couleur de fond. Un léger décrochage par exemple comme ça.
quelque chose peut-être un peu plus foncé. Sinon, vous pouvez partir sur un truc vraiment plus foncé, mais c'était pour vous montrer ce que vous pourriez faire éventuellement. Moi, je vais le laisser comme ça pour l'instant. C'est que je trouve en fait c'est un petit peu redondant. On a la même couleur un peu effacée comme ça en dessous et du coup, je trouve que c'est pas très joli. Le design ici me pose problème. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser le niveau d'au-dessus. Je mettrai une couleur plus foncée à votre place et vous pouvez mettre par exemple même vos réseaux sociaux ou ce genre de choses. Ensuite, on clique sur publier et on va regarder pour la partie responsive de mon en-tête. Donc là, je passe vous avez juste en bas tablette ou mobile. Le réglage va être exactement le même pour tablette et mobile. Okay, donc vous pouvez juste vous mettre sur mobile par exemple et faire le réglage. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est resélectionner le logo. Vous voyez que ça a un petit peu changé, je vais vous montrer pourquoi. Et là, quand on va donc dans les réglages normales du logo, on voit quoi? On voit que je suis bien sur mobile. On retrouve un peu ces petites icônes qu'on avait justement. Et donc là, je vais me mettre un plus petit logo. Je vais le mettre un peu plus petit sur mobile. Voilà. Également, le petit trigger ici. Trigger, c'est quoi? C'est cette espèce de petit menu qu'on appelle un menu hamburger, qui est quelque chose qu'on voit couramment sur mobile, qui permet justement d'ouvrir comme ça mon menu. Je vais le changer, donc je vais cliquer là-dessus. Et on va faire quelques petites modifications. Déjà, moi, je vous invite à écrire un petit label, écrire menu par exemple. Moi, je le fais souvent en termes d'accessibilité, je trouve ça plus simple pour les gens qui ne sont pas habitués. Vous avez également d'autres styles possibles. Voilà. Et puis toujours l'onglet design. En fait, vous pourriez mettre aussi une petite couleur de fond et ça en blanc avec une couleur de fond, etc. Enfin, il y a pas mal de choses de possibles. Et puis, cette partie-là qui s'ouvre, en fait, c'est ça que vous avez ici, Off Canva. Donc, si j'ouvre là, et que je sélectionne Off Canva, on a tous les réglages ici. Est-ce que c'est en pleine largeur ou simplement un petit volet qui arrive sur le côté? Est-ce que ça arrive par la gauche ou la droite? Est-ce que le contenu à l'intérieur est centré ou pas? Centré au milieu ou pas? Donc vous voyez qu'il y a plein de petites options. Et ici, est-ce que vous bougez absolument tout votre site quand vous ouvrez le volet? Tout le body en fait. Donc le body, ça va être tout votre site. Vous allez voir, en fait, ça fait un effet sympa. Là, regardez, donc j'ouvre mon site. Ok, donc rien de spécial. Et là, si j'active cette option, ça va en fait décaler tout le site. Toc, voilà. Comme si vraiment il y avait un espèce de déplacement latéral un petit peu de tout le contenu. C'est un petit peu plus élégant, c'est pas mal. Donc moi, je vous conseille de le laisser activer. Et puis ensuite, ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est tout ce qui se passe ici. Donc déjà, on est toujours dans Off Canva. Alors là, je peux passer dans Design et changer la couleur de fond. Par exemple, je me remets en blanc. Et là, dans ce cas, pour que ce soit lisible, je vais aller choper le menu Mobile Navigation ici. Je sélectionne le seul élément qu'il y a de toute façon. Et dans Design, on va mettre une couleur. Voilà. Et puis, on va écrire ça un peu plus gros aussi. J'écris un petit peu plus gros par exemple, hop, voilà. On peut aussi mettre des petites bordures entre les différents éléments là. Voilà, vous auriez le Item Divider, il suffit de mettre une couleur pour qu'elle se voit. Mais là en l'occurrence, moi je vais complètement l'enlever. Et puis, tout le Off Canva ici, en fait, vous pouvez mettre des choses dedans aussi de la même façon. En fait, si vous voulez mettre ici un petit texte ou vos icônes de réseaux sociaux, toc. Vous voyez qu'ils sont dispo là aussi, donc il faut aller dessus. Et ensuite, il faut ajouter vos réseaux sociaux, etc. Les réseaux sociaux, juste pour vous le dire, au cas où ce n'est pas clair, vous revenez en arrière là, vous revenez en arrière et c'est dans Général, ici. Le menu, il est Général. Il est ensuite ça doit être sous mes yeux, voilà, Social Links ici. Et là, vous pouvez renseigner tous vos réseaux sociaux ici. Et ensuite, partout où vous mettrez vos icônes de réseaux sociaux, header, footer, etc., ça va récupérer en fait les liens qui sont là. Voilà, donc c'est vraiment dans Social Links qui est dans Général, qui est la racine des options que vous avez ici. Voilà, donc ici, du coup, on a fait notre header et il est bien sur PC, sur tablette, sur mobile, il n'y a pas de problème. Toc. Et puis du coup, on va terminer par le footer. Alors le footer, c'est un petit truc, c'est un petit côté un peu hybride si vous voulez. On est à moitié entre le fonctionnement qu'on avait avant avec le système de blocs et à moitié avec le fonctionnement qu'on a vu à l'instant du header. C'est un peu entre les deux. Donc on peut cliquer là aussi n'importe où. On va ouvrir ici le footer builder avec les 3 niveaux là aussi. Donc on utilisait probablement que 2. On a toujours un petit en bas comme ça avec copyright en dessous et puis ensuite celui du milieu qu'on utilise tout simplement. On n'utilise pas forcément les 3 niveaux. Donc là ensuite on peut cliquer sur plus. Et en fait la particularité du footer c'est que tout s'appelle widget ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va ajouter simplement des espaces qui vous permettent d'ajouter des blocs. En fait vous pouvez ajouter tous les blocs qu'on a vus jusqu'à maintenant et y compris tous ceux que vous n'avez pas vus. Vous pouvez ajouter des blocs autant que vous voulez dans le footer. Donc c'est à la fois beaucoup plus libre, plus simple et en même temps c'est un peu bizarre la manière dont c'est amené. Ça vient de l'héritage de comment fonctionnait WordPress avant. Donc du coup on va cliquer sur widget 1 par exemple et ensuite je clique sur la petite roue crantée et là on voit qu'il nous accueille à nouveau dans l'éditeur de blocs. Donc j'ai compris. Et là, on se retrouve avec les blocs. Donc, je peux cliquer sur plus, je peux ajouter des blocs. Je vais vous montrer un deuxième endroit où vous pouvez contrôler tout ça et où vous aurez plus d'espace, plus de place et ça va être mieux. Mais déjà, je vous le montre là. Vous pouvez ajouter en fait tous les blocs que vous voulez à partir d'ici. Et là, je recherche menu et vous avez un bloc qui est lié uniquement au fait qu'on est dans le footer, qui est un bloc que vous allez beaucoup utiliser, qui est un bloc menu tout simplement, puisque dans un footer, en général, on met des menus.
on met en avant différents menus. Donc là, je vais vous en faire un. Je vais prendre le bloc menu de navigation, je vais le mettre là. On va lui donner un titre, on va appeler par exemple parcourir. Là, en général, ce que vous faites, c'est que vous créez vous-même des pages. Vous créez d'autres pages comme on l'a déjà fait ensemble, politique de confidentialité, mention légale, toutes ces pages un peu légales, le jour où vous voulez les faire, vous pouvez du coup les créer comme on l'a fait ensemble. Et vous pouvez ensuite vous créer un menu exprès que vous viendrez du coup choper ici. Là, regardez, donc je l'ai appelé, j'ai mis un petit titre, parcourir, sélectionnez le menu. Et là, donc, on a un seul menu, on pouvait en créer plusieurs, hein, on n'en a créé qu'un seul. Mais du coup, je vais sélectionner le seul qui nous intéresse, enfin le seul qu'on a du coup, menu principal ici. Vous pouvez voilà, faire comme ça et vous avez un menu, hein, tout simplement. Voilà, donc je peux masquer les contrôles et regarder le résultat. Vous avez un menu. Donc vraiment, c'est comme dans un footer classique, hein. Donc là, si jamais vous aviez un deuxième menu, on va imaginer que vous avez un site plus fourni, etc. Parce que là, moi, j'ai fait un faux site, j'ai fait semblant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est recommencer. Petit plus à côté, widget 2, petit trou cranté. Ensuite, plus menu de navigation. Ici, toc. Nos services. On imagine que vous avez créé une page pour chacun de vos services, par exemple, si c'était dans ce cas de figure-là. Et puis, donc, dans vos pages, chaque page, chaque service. Et vous créez un menu avec tous vos services dedans. Et hop, on l'aurait chopé là aussi ici. Hop, menu principal. Et du coup, là, j'ai deux menus. Voilà, donc c'est ce qui me fait un footer à peu près normal, hein, du coup. Et puis finalement, à gauche, je peux refaire widget encore, widget 3, petit trou cranté. Et là, ce serait simplement pour mettre logo. Pardon, je tapais logo, mais c'est juste image. Vous tapez image, toc. Et puis, moi, du coup, je vais récupérer mon logo comme ça. Donc, je vais aller dans médiathèque. Je prends mon logo, je sélectionne, je le mets là. Et puis, là, on va dire qu'il est un peu trop grand. Je vais le redimensionner directement ici. Comme ça, et puis je peux le centrer, voilà. Et puis regardez, j'ai déjà fait un footer. J'ai fait un menu, un deuxième menu, j'ai mis mon logo ici. Il y a d'autres réglages, je vais vous les montrer. Mais en fait, on a vraiment cette espèce de fonctionnement un peu hybride. Alors, je vais vous montrer un peu plus de choses par rapport au footer. Déjà, vous pouvez sélectionner chacun des niveaux. Et là aussi, c'est comme pour le header, vous avez les réglages par rapport à ce niveau-là. Et donc, là, on peut regarder un petit peu partout tout ce qu'on peut faire. Par exemple, on peut s'assurer que la minimum height est à 0, etc. Alors, je crois qu'il y a certains changements qui ne sont pas tout à fait en temps réel ici. Je ne me rappelle plus très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais publier et je vais regarder en même temps dans un autre onglet le résultat. Comme ça, je serai sûr avec vous qu'il n'y ait pas de problème. Ok, donc là, on s'assure ici qu'il n'y ait pas d'espace en haut et en bas. Ok, donc j'ai fait ça. Ensuite, on va dans Design. Et là, il n'y a pas de bordure ici. Ce que je peux faire, c'est aller dans le petit bloc Copyright ici, qui est juste ce bloc-là. Et pareil, là, il y a des histoires de marge ici et on va s'assurer qu'il n'y ait pas de marge du tout. Regardez, je vais mettre ça, je vais écrire 0. Comme ça, il y a de la marge nulle part. Et là, je peux cacher ça. On va regarder tout de suite, justement, je vais publier les changements et je vais actualiser. Et là, on voit qu'effectivement, on a un truc vraiment collé serré. Alors, pour voir bien ce qu'on fait au niveau du niveau, là, regardez, je peux rechoper le footer builder en bas à droite. Pour bien voir ce qu'on fait ici, on va mettre une couleur de fond. Comme ça, au moins, on sait ce qu'on fait. Sinon, on ne se rend pas bien compte. Donc, je vais aller, c'est toujours pareil, général et design, hein. Je vais dans design et je prends ici la couleur de fond. On va mettre une petite couleur, comme ça, on voit ce qu'on fait. Très bien. Ensuite, je retourne ici. Donc, on sélectionne bien là le bottom row et on va tout vider ici. Là, j'ai le top spacing. Le reste, on s'en fiche. Donc, on va juste remettre du coup un tout petit peu d'espace en haut et en bas. Ici, top spacing, bottom spacing. Donc, je rappelle, je suis bien dans le bottom row ici. Et j'ai quelque chose comme ça, voilà, de très très bien. Et je peux choper ici pareil et remettre un petit peu peut-être un petit peu d'espace en haut et en bas. Hop, bottom ici. Voilà, je le fais à l'œil. On peut mesurer un peu mieux et tout, mais je le fais à l'œil comme ça. Ici, on pouvait mettre également un petit peu de texte, hein, du coup un petit paragraphe par exemple. Vous pouvez bosser un petit peu votre référencement ici, hein, mais du coup, vous écrivez un texte. Je suis une entreprise de service de ceci, de cela. On peut également ajouter les réseaux sociaux. Vous voyez qu'on retrouve certains, un peu comme dans le header cette fois, on retrouve certains éléments qu'on peut glisser directement depuis ici sans passer par le système de widget. Voilà, tous les chemins mènent à Rome, hein. Et puis, du coup, on a fait un footer comme ça. Alors, si on fait le tour du coup des petits réglages pour terminer, si je vais dans middle row, donc vous voyez qu'il y a plein de réglages au niveau des colonnes. On peut mettre un certain nombre de colonnes, sur 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, etc. On a ensuite la direction à l'intérieur en fait. Donc est-ce que les éléments en général ils se mettent les uns en dessous des autres ou est-ce qu'ils se mettent les uns à côté des autres? Donc là, je vérifie que je suis bien dans middle row, donc c'est tout ça. Et si je mets en fait colonne, ça va mettre plutôt les éléments les uns à côté des autres. Alors là, ça ne le fait pas pour quelle raison? Tout simplement parce que tout ça c'est à l'intérieur d'un seul et même bloc, c'est à l'intérieur du widget là. Regardez, je vais mettre encore un autre widget. Ou je peux mettre simplement réseaux sociaux.
là, voilà. Et là, vous pouvez mettre en colonne ou en row. Donc row, vous voyez que en fait rangée, c'est pour mettre les uns voilà, à côté des autres. Et colonne, c'est pour mettre les éléments les uns en dessous des autres. Donc ça, c'est la direction à l'intérieur de comment ça se comporte. Ça vous permet de faire des mises en page plus ou moins compliquées. Voilà, au moins vous le savez, vous n'êtes pas obligé de partir sur des choses comme ça, mais vous comprenez à quoi correspond ce réglage-là. Et puis toutes sortes de réglages d'espacement, de hauteur minimum, etc. Et ensuite à l'intérieur de design, des réglages de couleurs, couleurs de fond surtout principalement, des bordures que vous pouvez mettre entre les colonnes, etc. Si je publie mes changements, sachez que pour le footer, c'est beaucoup plus facile de faire du responsive design. Les éléments vont naturellement se mettre les uns en dessous des autres. Regardez, on a juste mon logo, mon texte, mon menu, donc c'est assez simple. Voilà, on va du coup quitter cet endroit. Je vais juste vous montrer l'autre endroit où vous pouvez gérer votre footer. Si on passe de l'autre côté, apparence, widget, je vous ai parlé de cet endroit-là. Je vous avais dit c'était pour la colonne latérale. En fait, je vous ai en partie menti parce que c'est aussi pour le footer. En fait, vous avez aussi la possibilité de gérer une partie de votre footer depuis ici. C'est un petit peu bizarre, hein. Du coup, on est vraiment à cheval entre le fonctionnement du header et puis des pages. Du coup, là, on va remballer tout ce qui concerne la sidebar et regardez ici footer. Footer 1, footer 2. Footer 3, on retrouve exactement les mêmes éléments. Donc, l'idée, c'est quand même dans un premier temps peut-être de bosser dans le footer builder, là où je vous ai montré parce que vous voyez un peu ce que vous faites. Mais ensuite, pour affiner les choses, c'est vrai que si vous venez ici, il y a un gros avantage, c'est que dès lors que vous cliquez sur quelque chose, vous avez le volet à droite du bloc, tous les réglages d'un bloc. Donc, dès que je sélectionne quelque chose, on se retrouve avec vraiment de la place pour faire les choses et notamment des choses qu'on n'a pas quand on est de l'autre côté. C'est tous les réglages d'un bloc là. Donc là, je peux mettre des blocs vraiment plus compliqués. Je peux mettre un bloc Google Maps si ça m'amuse dans mon footer et j'ai tous les réglages ici du bloc, etc. Donc, très pratique d'avoir cet endroit pour bosser dans le footer, surtout dans un deuxième temps parce que dans un premier temps, comme on ne voit pas trop ce qu'on fait, c'est pas très visuel. Enfin, on n'a pas le résultat final, c'est pas forcément évident. Ok, voilà, regardez, on a donc un header, on a toutes nos pages qui sont faites très facilement comme ça. On a ensuite un footer qui est fait en bas. Moi, il y a surtout mon logo qui fait tâche, mais sinon, le site il est fait hein, en quelque sorte. On a notre petit call to action qui met bien en avant un élément, donc là, la page contact, tout simplement. Il ne reste plus qu'à bien veiller, faire très attention dans réglage général, de ne pas oublier, non, c'est pas ici, c'est dans lecture, de ne pas oublier de décocher cette case. C'est très important parce que sinon, votre site ne pourra jamais être référencé sur Google. Donc, décochez cette case. Quittez évidemment le mode maintenance le jour où vous voulez que votre site soit en ligne, hein, le fameux mode maintenance dont je vous ai parlé sur Hostinger. Et votre site est prêt pour recevoir vos premiers visiteurs, vos premiers prospects, vos premiers clients. Faisons quelques points pour terminer cette vidéo. Premier point sur la sécurité. WordPress est-il sécurisé? La grande réponse, c'est oui et non. En fait, ça dépend entièrement d'une seule chose, ça dépend de vous. Pourquoi vous? Parce que vous êtes la plus grande faille pour votre site WordPress. Si vous faites n'importe quoi, votre site, il peut se passer n'importe quoi en termes de sécurité. La vraie faille numéro 1, en dehors d'être vous-même, d'être le webmaster, c'est typiquement en fait tout ce que vous installez sur votre site. Si vous installez 15, 20, 30 extensions, c'est autant de chances de plus d'avoir des problèmes. Tous les problèmes viennent des extensions que vous installez, ça vient jamais de WordPress. Jamais. C'est que des extensions. Donc, si jamais un jour vous avez un virus, un problème, une injection de pub, quoi que ce soit de indésirable, ça vient d'une de vos extensions. Vraisemblablement, la seule façon de s'en débarrasser, c'est tout simplement, au moins dans un premier temps, de désactiver l'extension pour vous en débarrasser, très simplement. Donc, la règle d'or à ce niveau-là, c'est d'installer le moins d'extensions possible. Si vous me suivez, si ce n'est pas le cas, vous allez me suivre maintenant. Vous allez regarder un petit peu tout mon contenu. Vous allez vous rendre compte que j'insiste énormément sur le fait d'installer le moins d'extensions possible en permanence. C'est vraiment la règle d'or pour être tranquille sur WordPress et pour ne pas avoir de problème à tous les niveaux, que ce soit des bugs ou des problèmes de sécurité plus importants. Donc, installez le moins de choses possible. Évidemment, dans notre cas de figure à nous, avec ce que vous avez appris à faire dans cette formation, on a installé une seule extension pour faire tout notre site. Donc, en fait, les problèmes de sécurité ne se posent quasiment pas. C'est invraisemblable que vous ayez des problèmes de sécurité dans ce setup-là. Évidemment, vous allez installer plus de choses, c'est normal, vous allez sans doute le faire. Vous pouvez le faire, ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir des problèmes. Un site qui a 5-6 extensions, c'est un site qui a déjà très peu d'extensions par rapport à la moyenne. Dites-vous bien que les gens en moyenne installent facilement 10-15 extensions, même pour un site vitrine. Là où ça aurait du sens plutôt pour un site e-commerce. Et ça monte, moi j'ai personnellement vu jusqu'à 60 extensions. Donc vraiment, 60 c'est beaucoup trop, quel que soit le projet, c'est invraisemblable. Ne faites jamais ça et vous n'aurez pas de problème de sécurité, tout simplement. Pour aller un tout petit peu plus loin sur la question de la sécurité, si vous voulez vous prémunir, même si vous avez beaucoup d'extensions de la sécurité, des problèmes de failles de sécurité, mettez toujours à jour vos extensions.
c'est le truc à faire qui peut vous protéger, qui vous protégera à 90%. Gardez vos extensions à jour. Ne gardez jamais rien à une version qui date de plusieurs mois ou plusieurs années, encore pire. Gardez vos extensions à jour et globalement, vous n'aurez pas de problème. Et alors, si vous gardez très peu d'extensions, le moins possible, le moins que vous puissiez, et qu'en plus vous mettez à jour en permanence bien vos extensions WordPress, votre thème, alors là, vous n'aurez jamais de problème et vous ne ferez pas partie de ces gens qui disent que WordPress n'est pas sécurisé. Si vous voulez activer les mises à jour automatiques, quelque chose que vous pouvez faire qui vous fait gagner du temps et comme ça vous n'avez plus à penser à tout ça, eh bien vous pouvez aller dans vos extensions par exemple. On va le faire pour extension WordPress thème. On va dans les extensions, en l'occurrence il n'y en a qu'une seule, et quand il n'y en a qu'une seule, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez activer les mises à jour automatiques, c'est juste ici. Je clique là et du coup, félicitations, ce sera mis à jour automatiquement et donc la faille de sécurité numéro 1 qu'il peut y avoir sur votre site WordPress, elle est réglée, vous avez activé les mises à jour automatiques. Les mises à jour automatiques, c'est une bonne chose à faire si vous avez peu d'extensions. Si vous commencez à avoir beaucoup d'extensions, là, des fois, de temps en temps, une extension, une mise à jour, eh bien ça peut casser un petit quelque chose ou causer un petit problème par rapport à une autre extension que vous avez où ils n'ont pas prévu le coup et du coup il faut qu'ils fassent eux-mêmes une mise à jour pour être compatible avec la nouvelle version de l'autre, etc. Ça, c'est des petits problèmes qu'on peut avoir quand on commence à avoir pas mal d'extensions. C'est pas automatique, il n'y a pas toujours des problèmes comme ça. Moi, l'écrasante majorité du temps, j'ai pas de problème, encore heureux. Sinon, j'irai voir ailleurs. Mais du coup, dans ces cas-là, la règle, moi, ce que je considère, c'est qu'à partir du moment où vous avez un certain nombre d'extensions, mettons jusqu'à 8, 9, 10, je vous donne une fourchette large, c'est à la fois vrai et faux parce que ça dépend des extensions, ça dépend de chacun, etc. Mais jusqu'à 7, 8, 9, 10 extensions, j'active les mises à jour automatiques sans trop me poser de questions. Et au-delà, je commence à me poser des questions et je ne le fais pas forcément. Et si je commence à monter à des fourchettes de 15-20 extensions, je vous avoue que là, j'active jamais les mises à jour automatiques. Je préfère le faire moi-même manuellement. Ça me coûte vraiment pas grand-chose. C'est très facile à faire, ça prend un clic. Et comme ça, je suis absolument sûr que le site est toujours en ligne et qu'il n'y a pas de problème. Et évidemment, encore une fois, la majorité du temps, il n'y a pas de problème. Donc allez-y, si vous avez 4, 5, 6 extensions, venez activer les mises à jour, n'hésitez pas une seconde, comme ça vous n'avez plus à y penser. Pareil pour le thème, apparence thème. Ici, vous avez activé les mises à jour automatiques. Et puis enfin, vous avez dans tableau de bord et mise à jour, accès à WordPress. Ici, vous pouvez vérifier ce site est automatiquement mis à jour uniquement avec les versions de maintenance et de sécurité. Et vous pouvez faire des mises à jour complètes. Vous pouvez le faire du côté d'Hostinger, aller dans l'hébergeur. Et au niveau de là où on était du tableau de bord, en fait, il y a un endroit où vous pouvez activer à tous les coups en fait, les mises à jour même de WordPress. Ensuite, la meilleure pratique à faire en dehors de ces histoires de mise à jour, c'est de créer des sauvegardes automatiques de votre site. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Avec une extension gratuite, vous planifiez de la sauvegarde automatique. Ça se fait tout seul, vous n'avez pas besoin de venir le faire après. Vous pouvez le faire manuellement la veille de gros changements ou juste avant de gros changements. Sinon, vous laissez ça en pilote automatique. Une extension que je vous recommande qui s'appelle WP Vivid. Je vais vous mettre un lien qui apparaîtra sur cette vidéo pour aller plus loin. Petit tutoriel, 10-15 minutes, très simple. Et je vous montre dans ce tutoriel comment justement installer la toute deuxième extension que vous pourrez installer sur votre site qui vous permettra de créer des sauvegardes automatiques de votre site. Comme ça, vous pouvez ensuite conserver ces sauvegardes de votre côté sur par exemple Dropbox, Google Drive, OneDrive, tous les services que vous voulez. Je vous conseille de toujours utiliser des services externes. Comme ça, vous prenez vos sauvegardes, vous les mettez ailleurs. Et avec une sauvegarde de votre site, en fait, vous avez littéralement une copie de votre site. Demain, on peut brûler tous les serveurs, tout votre site, absolument tout votre travail. Si vous avez des sauvegardes, vous avez des copies exactes, des photographies exactes de votre site. Vous pouvez l'utiliser sur un autre site, vous pouvez aller ailleurs, utiliser la sauvegarde et vous récupérez l'intégralité de votre travail. Donc vraiment, les sauvegardes, la copie de votre site, c'est vraiment la base. Point suivant concernant la vitesse et la performance de votre site. Est-ce que WordPress, c'est lent? Eh bien, félicitations, avec les outils qu'on a utilisés dans ce tutoriel, dans cette formation, votre site est déjà très rapide, sans effort. Pourquoi? Parce qu'on a évité les outils dont je vous disais d'éviter, Elementor, Divi, etc. Non pas que ces outils, on ne peut pas faire des choses rapides, mais ça demande plus d'efforts, plus de travail. Ici, on a utilisé ce que propose WordPress par défaut, ce système de blocs, et donc c'est déjà très performant sans effort, sans que vous ayez besoin de trop réfléchir à installer plein d'extensions, plein de choses pour optimiser la vitesse de votre site. Vous n'avez aucune question à vous poser avec les outils qu'on a utilisés. Globalement, votre site est très performant aujourd'hui, vous pouvez tester, allez-y, essayez les outils en ligne de test de vitesse, etc. Une seule chose à dire à ce niveau-là, ce qui va vraiment plomber la performance de votre site et le temps de chargement de vos pages, ce sont les images. Donc, vous devez faire quelque chose au niveau des images, une seule chose, avant de mettre les images sur votre site, compressez-les au maximum, rendez-les le plus légères possible. Ça peut se faire directement dans votre logiciel Photoshop, Canva ou autre chose. Il y a également des extensions qui le font automatiquement dans WordPress, mais comme je vous ai dit, moi, ma philosophie, c'est le moins d'extensions possible. Je préfère vous dire, surtout pour des sites comme ça, sites vitrines, etc.,
vous avez vraiment le loisir de le faire avant parce que c'est pas comme s'il y avait 40 000 images à mettre en permanence sur votre site et vous êtes au début de la vie de votre site. C'est le meilleur moment pour prendre ce réflexe parce qu'effectivement, au bout d'un moment, ça finit par être un peu trop tard. Quand vous avez trop d'images, ça devient vraiment plus simple, plus aguicheur d'utiliser simplement une extension de compression d'images. Mais là, à ce stade-là, c'est très facile pour vous de simplement compresser vos images avant. Donc, utilisez un service en ligne, par exemple, gratuit que je vais vous proposer et ça va être très facile, ça va être réglé en quelques clics. Vous avez ce site-là qui est très connu, qui s'appelle TinyPNG. Tout ce que vous avez à faire, c'est pour les images que vous voulez mettre sur votre site, essayez déjà de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop grandes, qu'elles ne soient pas en 4000 par 3000, etc. Et vous prenez vos images, vous les glissez, déposez là-dedans et vous récupérez la version compressée qui va vous sortir automatiquement. Et vous pouvez même, petite astuce, un petit secret, vous pouvez même le faire 2 fois. Vous le faites une première fois, puis vous prenez l'image compressée, vous la remettez encore et vous allez encore gagner un petit peu en taille d'image. Et puis ensuite, vous récupérez vos images compressées et vous les utilisez. Vous utilisez uniquement les images qui sortent d'un service comme celui-là, par exemple, pour les mettre sur votre site WordPress. Et là, du coup, vous allez vraiment alléger beaucoup le poids de vos pages et donc améliorer vraiment beaucoup le temps de chargement de vos pages. Du reste, au début de la vie de votre site, et ce que vous avez là, ce qu'on a fait ensemble, ne vous intéressez pas à tous les trucs de performance, cache, CDN, compression d'images et je ne sais quoi d'autre, désactivation de script. Ne vous intéressez à rien. Concentrez-vous sur votre projet, votre site est déjà bien assez rapide pour vos visiteurs. C'était beaucoup de travail, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a été utile, si vous avez pu créer, monter votre site WordPress grâce à cette formation. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez vraiment aller plus loin et maîtriser tous ces outils de A à Z, on peut vraiment aller plus loin. J'ai fait une formation complète, on va vraiment plus loin que dans cette formation de 2 heures et quelques. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, le lien se trouvera dans la description. Pour ceux qui veulent vraiment maîtriser davantage WordPress, on voit les mêmes outils grosso modo que ce qu'on fait dans cette formation, mais on va vraiment plus loin. On passe quand même de 2 heures à quasiment 13 heures. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et puis pour les autres, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette formation, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress. Si vous voulez continuer à former sur WordPress, il y a plein de ressources dans la description de la vidéo. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne. Et puis abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Toujours WordPress, WooCommerce, on parle de tout, restaurant, e-commerce, espace membre, tout ce qu'on peut faire sur WordPress, y compris un site vitrine bête et méchant. Des conseils, des astuces marketing, des conseils d'utilisation de WordPress en général. Et si vous voulez suivre l'évolution de WordPress en général sur le long cours, eh bien, vous êtes au bon endroit. C'est vraiment la meilleure chaîne WordPress. Donc, merci d'avoir tenu jusque-là. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!